Cette semaine au podcast ordinaire, j'ai reçu Christian Page, qui est un enquêteur paranormal de presque 50 ans d'expérience. Puis vous allez voir, c'est pas l'épisode où je parle le plus aujourd'hui. Je me suis laissé les oreilles grandes ouvertes à écouter Christian, qui est tellement passionné par le sujet, a eu tellement d'enquêtes paranormales dans sa vie. C'est vraiment quelqu'un... C'est le fun de l'entendre parler. C'est aussi simple que ça, c'est le fun de l'entendre raconter des histoires. C'est un gars, tu vois, qui connaît tellement bien son sujet. Vous allez tomber en amour avec l'entrevue d'aujourd'hui. Et si c'est le cas, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, etc. Sur ce, guys, bon épisode. Petite pause à l'épisode du podcast ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur, qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. Donc, c'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale. Vous allez voir, c'est vraiment cool et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Christian Page au podcast ordinaire, comment ça va? Ça va très bien. Très content de te recevoir sur le show. Merci de l'invitation. Podcast ordinaire, on reçoit des gens qui sortent de l'ordinaire pour plusieurs différentes raisons. Est-ce que tu es quelqu'un qui se voit peut-être comme qui sort de l'ordinaire? Ah, tout à fait. Ouais? Je pense que je suis un peu un ovni dans le paysage québécois, sans jouer sur les mots. Là. Mais c'est vrai que quand on est journaliste, et notre premier intérêt n'est pas ni la politique ni le sport, mais les phénomènes paranormaux et étranges, on devient vite stigmatisé. Ouais. C'est le journaliste des petits hommes verts. Okay. Et puis, c'est quelque chose qui m'a un peu poursuivi dans ma carrière. Je dirais même que quelque part, ça m'a stigmatisé. Ça a été plus difficile à cause de ça. Mais bon, j'ai su occuper une niche qui était libre, qui n'était pas occupée par personne. Et j'ai récolté un peu les fruits de ça de manière assez importante parce que dans les années 90 et 2000, quand arrivent les premières télés spécialisées, il va y avoir une volonté de la part de certains médias québécois de produire du matériel québécois, parce que ce sont en même temps, quelque part, il y a une politique du CRTC qui les oblige à le faire. Okay. Et comme il n'y a pas de journalistes qui s'occupent de ces affaires un peu étranges et mystérieuses, bien, dès qu'on va penser à aller dans ce sens-là, bien, c'est à moi qu'on va faire appel. Et simplement à la blague, quand Z-Télé a ouvert, à l'époque, en 2000, la vocation première de Z-Télé, à l'origine, c'était technologie et phénomènes paranormaux. Okay, on voulait aller vers ça. On a changé un peu la vocation de la chaîne, mais à l'époque, c'était ça. Et comme on devait faire des trucs paranormaux, que j'étais le seul, alors la chaîne achetait des émissions américaines ou européennes, britanniques. On retirait l'animateur britannique. Je pense, par exemple, entre autres, à Roger Moore, qui avait fait une série, donc on enlève Roger Moore, et moi, je devais faire les encadrements québécois. Donc, c'est moi qui présentais les reportages. Et et là, dans une soirée, si on faisait une soirée paranormale, puis on avait 5 émissions paranormales, bien, on passait de l'une à l'autre, toujours avec Christian Page qui faisait les encadrements d'une façon... Alors, des amis me disaient, écoute, c'est plus Z-Télé, là, c'est Christian Page Télé. Là. Il y a des soirs où on allume, bien, émission après émission, c'est Christian Page. Puis j'avais également, moi, j'ai fait partie de la première génération de La Revanche des Nerds, qui a été, ça me ramène loin, là, mais ça a été une émission phare à Z-Télé lorsque Z a ouvert. Et avec Patrick Masbourian, qui aujourd'hui est à la radio, qui est maintenant... Oh, ça, c'est pas bon pour moi, ça. mais avec Patrick Masbourian, qui aujourd'hui réussit très, très bien là, en radio, qui est le numéro 1 de la radio du matin. Donc, j'ai rencontré Patrick à ce moment-là. On a travaillé ensemble pendant quelques années. C'est un chic type. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, La Revanche des Nerds. Et puis, bon, ensuite, j'ai été amené vers d'autres choses. Mais avec l'avènement de ces télé-radios spécialisées, là, j'ai pu vraiment bénéficier de cet intérêt que j'avais pour les phénomènes paranormaux, alors que jusqu'à ce moment-là,
cet intérêt-là avait été exploité de manière très marginale par les médias parce qu'on n'avait pas de plateforme. Les gens ne se rendent pas compte, quand on parle des médias, puis là, je ne veux pas qu'on oriente le débat sur les médias, mais moi, dans les années 80-90, quand je suis sorti de l'université, on avait 4 stations de télé là, au Québec. Là. On avait Radio-Canada, Télémétropole, qui est devenue éventuellement TVA. Un petit peu plus tard, arrive TQS, qui est nouveau maintenant. Et puis, on avait Radio-Québec, qui va devenir Télé-Québec. C'est à peu près les seules chaînes qu'on avait francophones au Québec. Et il y avait à peu près aucune émission qui traitait de ces phénomènes mystérieux et étranges. Il y a eu quelques tentatives. Je pense, par exemple, dans les années 80, une série de 6 ou 7 émissions avec le professeur Lebrun, Jacques Lebrun, qui animait Les chemins de l'inconnu. Il y a eu quelques petits trucs comme ça. Il y avait également des émissions de discussion publique. Par exemple, Droit de parole à Radio-Québec ou Télé-Québec à ce moment-là, qui est animé par Claire Lamarche, qui va faire le saut ensuite à TVA dans son émission éponyme Claire Lamarche. Et il y a quelques émissions où la discussion était « Croyez-vous aux extraterrestres? Croyez-vous à l'astrologie? » Des trucs comme ça. Et j'ai participé à plusieurs de ces émissions-là, autant à la recherche que comme au niveau des invités. Là. Mais ça restait quand même très marginal. Il n'y avait pas vraiment de place pour ça. Puis dans le paysage québécois, si on voulait, ça peut paraître étrange de dire ça, mais si les gens s'intéressaient au paranormal et voulaient s'informer, il n'y avait à peu près qu'une adresse, une adresse télévisuelle. C'était la télévision communautaire, le Canal 9, qui offrait l'émission Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Je ne sais pas si le personnage te dit quelque chose. Richard Glenn, c'est un ésotériste avec une grosse moustache, très parodié, notamment dans l'humour, Rock et Belles Oreilles. Bonjour, bienvenue à Ésotérisme expérimental. On se moquait beaucoup de Richard Glenn. Et c'était C'était amusant parce que c'est une émission qui avait ses hauts et ses bas. C'est-à-dire qu'une semaine, il pouvait recevoir Tante Irma qui tirait à l'astrologie, qui disait à peu près n'importe quoi. Et la semaine suivante, il pouvait recevoir un invité qui était tout à fait potable, qui tenait un discours tout à fait rationnel. La semaine suivante, une espèce d'illuminé. Donc, c'était un peu en dents de scie. Mais néanmoins, il faut quand même l'avouer, Richard Glenn et son émission Ésotérisme expérimental, ça fait vendre du câble au Québec. Là. Il y a beaucoup de gens qui s'abonnaient au câble. Le Gérald, à l'époque, avec les boutons. Et les gens s'abonnaient au câble pour avoir la télé Canal 9 pour pouvoir écouter Richard Glenn qui parlait de ces phénomènes étranges et mystérieux. Donc, ça a été une époque. Je suis pas dans la catégorie des nostalgiques, là, mais ça a été une époque qui a été marquante et qui ultimement a eu ces avenues qui m'ont conduit à être ce que je suis devenu aujourd'hui. Moi, je te parie un brun que tu n'as jamais entendu ce que je vais te dire dans une pub d'assurance. C'est une assurance qui est remboursable. Oui, monsieur. Genre, si t'arrive de quoi, t'es payé. Mais si t'arrive absolument rien, puis je te le souhaite, t'es quand même payé. Bien, une assurance comme ça existe, puis c'est exactement ce que comparer ma prime t'offre. Laisse-moi t'expliquer. Ça s'appelle l'assurance maladie grave remboursable. Genre, si tu pognes quelque chose, une maladie grave, un AVC, cancer, whatever, t'es payé. Mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, t'es remboursé à 100% par l'assureur. Parce qu'on va se le dire, à l'hôpital avec ta carte soleil, c'est cute, mais ça vient avec une file d'attente, même si c'est gratuit. Puis l'affaire, le sac clic santé, whatever, tu le sais que tu vas avoir juste un chirurgien en dedans de 6 mois, genre. Bref, c'est le genre d'assurance qui, je pense, peut être vraiment utile pour avoir à compter juste sur toi-même, non pas sur le système. S'il t'arrive de quoi, tu peux avoir 100 000, 200 000, 500 000, mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, puis je me répète, je te le souhaite, tu vas pouvoir être remboursé. Ça fait une belle épargne ou une belle retraite. Anyway, moi, je trouvais ça intéressant de le mentionner aujourd'hui. Je trouve ça super cool. Si toi aussi, tu penses que ça peut être bon pour toi, va faire une soumission et regarde si l'assurance maladie grave peut être utile. Le pire, c'est que j'ai l'impression justement que sans le savoir, j'ai probablement écouté plusieurs de tes émissions dans le passé parce que j'ai des souvenirs du fameux Canal Z qui est un peu dépassé l'heure que j'aurais dû me coucher à l'époque avec mes parents ou autres et que j'écoutais les émissions du paranormal. Ça me dit vraiment de quoi les doublages. Je vais appeler les doublages, mais comme tu dis, juste les parcelles d'animation, mais qui étaient avec le reste de l'histoire qui était d'ailleurs dans le monde. Et c'est intéressant parce que les gens ignorent que derrière beaucoup d'émissions québécoises, j'ai été un peu l'architecte. Par exemple, là, on a parlé de ces émissions à Z-Télé, mais un peu plus tôt, à la fin des années 80, début des années 90, il y avait une émission à TQS
comme je l'ai mentionné, qui est devenu Novo, qui était à un moment donné V, je crois, mais ensuite, c'est devenu Novo. Et à TQS, à l'époque, le mouton noir, c'était le slogan de la chaîne. Il présentait la série Dossier Mystère. Et Dossier Mystère, c'est une série américaine qui avait débuté en 88 ou 89, à peu près du côté des Américains, qui est animée par l'acteur Robert Stack, qui s'était fait connaître pour avoir joué le rôle de l'incorruptible Elliot Ness. Et ce que l'on faisait, la boîte de production québécoise, c'était René Ferron, les productions René Ferron. Ferron achetait la série américaine, qui était montée à coups de volet d'une quinzaine de minutes chacun pour faire une heure. Là. En fait, c'était 12 minutes par volet. Il retirait un volet, souvent qui concernait une affaire criminelle, un criminel en fuite. Et si vous avez des informations, voici le numéro. Au Québec, ça nous concernait moins. Il est peu vraisemblable qu'un type qui ait fait un vol de banque à Sacramento soit rendu à Quaticook. On s'entend là-dessus. Il y a des chances, mais peu. Donc, on retirait le volet américain, on le remplaçait par des volets québécois. Et donc, dans la série Dossier Mystère, qui est animée au Québec par Jean Coutu. Peut-être quelqu'un, quelque part, c'est quelque chose. Et Jean Coutu, donc, quand il animait l'émission, on avait introduit dans l'émission des volets québécois. Donc, on a eu droit à l'OVNI de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, l'auberge hantée du Jolivan, le vol du cœur du frère André. Incroyable. Et moi, on m'avait demandé d'appuyer l'équipe de recherche qui faisait ces trucs, qui étaient des volets à caractère insolite au Québec. Donc, ça a été mon premier vrai boulot avec la grande télé, même si je n'apparais pas au générique. Hein, j'étais un travailleur fantôme, mais j'avais les pieds, si je peux dire, dans la grande télé. Là. Tu sais, je voyais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis ensuite de ça, René Ferron m'a autorisé plus tardivement, au début des années 2000, Canal D a repris Dossier Mystère. Donc, il y a eu plusieurs saisons de Dossier Mystère. C'est moi qui étais l'architecte de la série Dossier Mystère. Donc, j'avais rencontré René Ferron, que je connaissais. Et René m'a dit, oui, tu peux reprendre Dossier Mystère, les noms, tout ça. Lui avait les droits sur ça. Et donc, on a relancé Dossier Mystère à Canal D. Et c'est moi qui ai fait 100% des entrevues, les trucs. Il y a vraiment des trucs fantastiques là-dedans. Tu me permets de te faire un 100%. petit... Écoute. Dans l'univers du paranormal, très souvent, on s'appuie sur les témoignages. Hein? Parce que faut pas se le cacher, si on enlève les témoignages de l'équation, il ne reste pas grand-chose. Hein, les preuves sont très anémiques dans cet univers-là. Et j'ai vu à travers Dossier Mystère une preuve flagrante à quel point la culture populaire et les médias influencent le témoignage. Et je te l'explique. 1990, le 7 novembre 90, des gens qui sont réunis, il y a plusieurs personnes à Montréal, c'est à plusieurs endroits, mais focalisons sur ce que la presse a couvert. Il y a des gens qui sont réunis sur le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure à Montréal. Il est à peu près 19 heures, il lève les yeux au ciel, et là, ce qu'il voit, c'est une espèce de couronne de lumière, 7 ou 8 lumières de couleur ambre, qui sont statiques au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Il faut savoir que l'hôtel Bonaventure a une piscine que les gens peuvent utiliser 365 jours par année. Donc, on est le 7 novembre, les gens sont dans la piscine et c'est en levant les yeux qu'ils voient ce phénomène-là dans le ciel. Et là, évidemment, ça les intrigue. Le phénomène semble statique, ça ne bouge pas. Durant la soirée, parce que c'est un phénomène qui va perdurer pendant 2 ou 3 heures, les gens diront, j'ai l'impression que ça s'est légèrement déplacé. Mais pas suffisamment au niveau de l'arc de déplacement pour dire que le phénomène est en mouvement. C'était vraiment immobile au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Donc, les gens vont informer d'abord la lifeguard, hein, et elle va en parler à l'agent de sécurité qui, lui, va appeler éventuellement la police de la CUM, comme on disait à l'époque. On va également appeler les journaux. Le Journal de Montréal n'a aucun intérêt pour le sujet. TVA, aucun intérêt. La presse va quand même envoyer un journaliste sur place qui, lui, va arriver vers 21h. Mais lorsque le journaliste arrive, les policiers de la CUM sont déjà là. Eux, ils ont été contactés vers 19h30, 20h. Ils arrivent sur place. Et au moment où ils se préparent, eux, ils arrivent, ils croient qu'ils vont prendre simplement un relevé d'observation d'un OVNI. Hein. Mais quand ils arrivent là, ils le voient, le phénomène. Il est toujours là, statique, au-dessus de l'hôtel. Il est moins évident qu'il l'était à 19h. Quand les gens commençaient à l'observer au début, ils disaient, je voyais 7 ou 8 lumières ambre. Quand les policiers arrivent vers 20h, là, on est rendu à 5 ou 6 lumières ambre. Certaines sont moins évidentes que d'autres. Un peu comme si le phénomène disparaissait progressivement dans la couche nuageuse qui descendait sur la place Bonaventure.
Donc, ils font un relevé de l'événement. Comme le ciel est de juridiction fédérale, parce que, bon, les policiers de la CUM, leur premier travail, c'est de dire, est-ce qu'il y a une menace imminente? Il n'y a pas cette menace-là. Donc, le ciel étant de juridiction fédérale, on appelle la GRC et on leur demande, est-ce qu'il y a un procédé particulier pour une observation d'OVNI? Et la GRC dit, on va vous envoyer un de nos agents. Donc, un agent se rend à l'hôtel Bonaventure. Lui, il arrive aux alentours de 20h45 à peu près, juste un peu avant le journaliste de la presse. Et lui aussi, quand il arrive, il voit le phénomène. On est rendu là à 2 ou 3 lumières, là, progressivement, elles disparaissent. Donc, lui aussi fait un constat. Le journaliste de la presse arrive, prend une photo. La seule photo, d'ailleurs, de l'événement, c'est Marcel Laroche qui l'a prise. Et puis, vers 22h, à peu près, le phénomène a complètement disparu dans les nuages. C'est un peu l'interprétation qu'on fait. Le phénomène a disparu dans les nuages. Et c'est vrai qu'on avait une très importante couverture nuageuse, qui était à peu près, je vais te le donner en pieds parce que les rapports météo étaient en pieds, c'était 4000 pieds d'épaisseur de nuages. Et il est passé là, dans la soirée, grosso modo, de 6000 pieds à 2000, 3000 pieds d'altitude. Donc la couche nuageuse descendait et les gens concluent que le phénomène a disparu dans les nuages. Cet événement-là va être, le lendemain, évidemment, tout le monde ne parle que de ça, c'est l'OVNI de Montréal. Et on va beaucoup focaliser sur l'idée de la place Bonaventure parce qu'on a des rapports policiers, des rapports de la GRC. Mais il faut savoir qu'au même moment, dans différentes régions de Montréal, la grande région métropolitaine, des gens qui étaient dans d'autres lieux ont observé des phénomènes lumineux particuliers. Par exemple, près du stade olympique ou dans un stationnement à la place Versailles ou des trucs comme ça, des gens ont observé ces phénomènes mystérieux dans le ciel qui leur semblaient au-dessus d'eux. Donc, est-ce que c'est l'OVNI de la place Bonaventure qui faisait des allers-retours vers d'autres destinations? Mais bref, on focalise tout le temps sur l'OVNI de la place Bonaventure parce que c'est celui qui a été couvert principalement dans les médias et celui aussi parce qu'il y avait des policiers qui ont été impliqués. Et on a souvent l'impression que les policiers sont des bons observateurs. Hein? Quand on lit, tu peux m'interrompre, je suis verbomoteur et j'aime ces sujets-là. J'adore Mais ça. Quand on regarde dans la littérature, souvent on commence une histoire d'OVNI ou de fantôme en disant « le témoin est un policier, le témoin est un pilote ». La crédibilité. Là. Ça donne de la crédibilité. Mais sur le plan de la recherche cognitive, on a démontré 1000 fois qu'un policier, un pilote d'avion ou un kidam qui travaille dans un restaurant de restauration rapide, devant l'inconnu, on est tous au même niveau. Okay. Si tu ne sais pas ce que tu observes, tu as beau être policier, pilote, tu ne sais pas ce que tu observes, donc tu vas donner des informations erronées, tu es incapable. Un pilote à bord d'un avion sait à quoi ressemble un Airbus 380 qui se trouve à 10 km. Mais une lumière... Pas plus de qu'est-ce que c'est. Puis il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas si elle est à 10 km ou à 100 km, à quelle vitesse. Il ne le sait pas. Et c'est vrai pour tout un chacun. Donc, cet argument d'autorité, on sait qu'au niveau de l'étrange, si on n'a pas d'éléments comme une photographie ou quoi que ce soit, un relevé radar, c'est un peu inutile de nous dire ça. Pour le public, ça donne une impression de valider l'information, mais c'est pas le cas. On sait ça. Mais bref, on avait beaucoup couvert l'OVNI de la place Bonaventure. Aujourd'hui, on a une très bonne explication. C'est sûr que dans les phénomènes paranormaux, on n'est jamais dans l'absolu. Hein. On ne peut pas dire « c'est sûr que c'était ça okay. ». Mais on agit à partir du moment où on propose des solutions, des hypothèses. On doit aller de l'hypothèse la plus vraisemblable vers l'hypothèse la moins vraisemblable. Ça ne veut pas dire que la moins vraisemblable, c'est pas la bonne, mais on doit passer par un filtre. Et l'hypothèse la plus vraisemblable aujourd'hui pour la place Bonaventure, ce sont là c'est un grand mot, là, piliers lumineux zénithaux partiels. Okay. C'est ça que les gens ont observé. Puis là, je sais, les amateurs d'OVNI vont dire « Ben non, des piliers lumineux, c'est pas ça. » C'est parce que les gens confondent. Un pilier lumineux, la plupart d'entre nous peuvent en observer l'hiver, on en voit. Puis généralement, ça pose pas trop une problématique. Hein. Même si on ne connaît pas le phénomène, qui est en la mécanique du phénomène, on se promène dans la rue et on voit soudain cette espèce de colonne de lumière qui part d'un réverbère, qui monte vers le ciel, ou d'une grosse lumière dans un stationnement. La lumière, on a les gros spotlights, les gros projecteurs, puis hop, la lumière monte vers le ciel. Même si on ne connaît pas la mécanique, on comprend bien que la source de lumière, c'est le lampadaire, puis que la lumière elle doit être reflétée sur des cristaux de glace ou quelque chose comme ça, puis elle monte vers le ciel. Ça, c'est le pilier lumineux traditionnel. Et il n'y a pas de confusion. Les gens comprennent bien que la source de lumière, c'est le lampadaire, c'est la fiche au néon, peu importe. C'est ça, la source de lumière. Et là, les amateurs d'OVNI, les ufologues, hein, les experts autoproclamés des OVNI diront...
Un pilier lumineux, ça ressemble à ça, puis c'est pas ça que les gens observaient sur la place Bonaventure. Et sur ce point, ils ont tout à fait raison. Et c'est pourquoi on parle de piliers lumineux zénithaux partiels. Les piliers lumineux zénithaux partiels, ça le dit bien, ils sont zénithaux, donc on a toujours l'impression qu'ils sont au-dessus de nous. Okay. Si on se déplace, on a toujours l'impression que le phénomène nous suit parce qu'il nous apparaît être au-dessus. Partiel, parce que la température au niveau du sol est trop chaude pour que les cristaux se fassent dès le niveau du sol. Et ils commencent à se former qu'à une certaine altitude. Or, comme il n'y a pas de lien entre le lampadaire et la source de lumière, on a l'impression que la colonne de lumière vient du ciel et ne vient pas du sol. Donc, dans le cas de la place Bonaventure, c'est exactement ce qui s'est produit. On avait une température, les conditions météo faisaient que la température était relativement chaude au niveau du toit de l'hôtel Bonaventure. Mais évidemment, avec la piscine, il y a de l'humidité, tout ça. Il y a des cristaux de glace qui se sont formés à partir d'une certaine altitude. Et les lumières du centre-ville, se reflétant sur ces cristaux de lumière, donnaient l'impression de ces faisceaux de lumière qui montaient vers le ciel. Et comme les gens étaient en dessous, bien, ils avaient 6, 7 lumières qu'ils voyaient. Ils avaient l'impression que ces faisceaux de lumière convergeaient vers un point. Ouais. Et ce point, c'était l'OVNI. Mais en réalité, c'est un peu comme quand tu regardes une voie ferrée. Tu as l'impression que les rails au loin se rejoignent. Mais en réalité, les rails ne se rejoignent jamais. Exact. C'est une illusion d'optique. Ouais. Donc, c'est pourquoi aussi, ailleurs dans Montréal, les mêmes conditions existaient. On avait les mêmes niveaux de température, même niveau d'humidité à partir d'une certaine altitude, même fabrication de cristaux de glace. C'est pourquoi des gens près du stade olympique, il y a la tour du stade olympique, qui est très éclairée. Ouais. Donc, il y avait des lumières au-dessus. Des gens disaient « Ah, j'ai vu une espèce de boomerang lumineux. » Bien, regardez la tour du stade olympique, les lumières forment une espèce de V quand on regarde le haut de la tour. Donc, ça se reflète et ça crée cette espèce de boomerang volant que des gens ont décrit. Et dans des centres d'achat, on le sait, les stationnements sont souvent différents de manière équidistante. On a des lampadaires avec de très, très gros projecteurs et ces lumières-là se reflètent et créaient ces espèces d'ovnis. Donc, on avait plusieurs ovnis, puis il y avait une explication. Mais là où je veux en venir avec Canal D, pour voir comment le témoignage va être coloré par les événements. Et là, je te fais des confidences. J'adore ça, moi. Canal D n'aimera pas ça. Mais bon, donc, on décide de faire une première saison de Dossier Mystère. Okay. Évidemment, l'OVNI de la place Bonaventure tient le haut du pavé. C'est une des histoires qu'on doit absolument traiter. C'est devenu un classique au Québec. Alors, moi qui ai enquêté sur l'affaire à l'époque, j'ai tous les dossiers, la police, tout le reste. J'ai la photo de Marcel Laroche, dont je détiens encore le droit de diffusion de la photo. Et là, donc, on décide de faire l'OVNI de la place Bonaventure. Et donc, on monte le truc. Et j'ai un bon ami à moi, Éric Nolin, que les gens connaissent sûrement, qui est dans le domaine de la radio depuis de très nombreuses années. Éric a littéralement un studio de tournage chez lui. Et Éric, c'est un passionné des effets spéciaux. Okay. Fait que quand j'obtiens le contrat de Canal D de produire Dossier Mystère, de reprendre Dossier Mystère, je me tourne immédiatement vers Éric. Puis je dis, tu vas faire les effets spéciaux. Éric est tout à fait d'accord. On arrive avec l'OVNI de la place Bonaventure. On a une première version. Et cette version, c'est à peu près la version que je t'ai racontée. Donc, les gens, les comédiens sont là, regardent vers le ciel, puis on voit des colonnes de lumière. Puis tout ça. On présente ça à Canal D. On n'aime pas ça. Canal D n'aime pas ça. Parce que Canal D s'attend, il me dit, c'est ça l'OVNI de la place Bonaventure? Je dis, oui, c'était ça. Il y a une déception. C'est pas assez. Ça se lit sur le visage. Où est la déception? Je dis, non, là, messieurs, vous allez retourner à vos planches à dessin, vous allez faire quelque chose avec un peu plus de fumée. Alors, je retourne voir Éric, puis je dis, ben là, il faut mettre un peu plus de fumée sur l'OVNI de la place Bonaventure. Alors, mon Éric dit, OK, parfait. Il y avait un jeu qui doit exister encore aujourd'hui, un jeu qui s'appelle Simon. C'est comme une espèce de jeu rond, puis ça exerce la mémoire, c'est-à-dire qu'il y a des lumières qui s'allument, puis comme des espèces de boutons. Ouais. Boum, la lumière bleue s'allume, puis là, ça crée comme des espèces de séquences lumineuses. Ouais. C'est rond, puis c'est comme des lumières autour de ça. Alors là, Éric dit, je vais t'en faire un d'OVNI. L'idée, c'est de prendre un peu le jeu Simon, mais de l'inverser, comme si on le voyait d'en dessous avec les lumières qui s'allument et clignotent en dessous.
Et là, il prend son jeu Simon, puis il le fait voler Ah littéralement dans le ciel. Puis là, il met ça. Et là, on voit la nouvelle séquence de l'OVNI de la place Bonaventure. On voit les gens qui lèvent la tête. Et là, on voit le Simon volant qui arrive au-dessus de la place Bonaventure. Avec les Et là, les lumières gens qui clignotent. Et les gens pointent du doigt. Et ça, Canal D aime ça. Le Simon, ça, c'est passé la barre, le Simon. Donc, l'émission diffusée quelque part aux alentours de 2004-2005 à peu près, montre l'OVNI de la place Bonaventure avec un jeu Simon flottant. Mais plus tard, quand j'ai rencontré des gens, je n'ai aucun doute que ces gens-là étaient à l'hôtel Bonaventure en 1990. Ces gens-là, je les ai parlé dans le passé. Ces gens-là étaient là, ils ont été témoins. Je les ai parlé en 1999, en 2000, 2002. Je leur reparle en 2010. Et je leur demande à quoi ça ressemblait. Ils disent, c'était comme rond. Il y avait des lumières rouges et vertes qui clignotaient en dessous, ça avançait. Donc, on voit que leur témoignage s'est coloré non seulement en fonction de ce que les médias ont rapporté, mais également ce qu'ils ont vu à la télé. Je n'ai aucun doute que ces gens-là étaient là le soir en question. Mais aujourd'hui, leur témoignage a été coloré parce qu'ils ont vu à la télévision sur l'OVNI de la place Bonaventure. Et quelque part, ils se sont dit, c'est ça que j'ai vu. Et ça devient un peu... Et ça... moi, je trouve que les phénomènes paranormaux, quand on les regarde sur un plan sociologique, nous en apprennent beaucoup sur qui nous sommes et comment fonctionne notre perception de la réalité et comment notre cerveau, parce que les sciences cognitives, au cours des 30 dernières années, ont littéralement révolutionné le monde du paranormal. On sait maintenant que notre cerveau est une machine à créer des illusions et elle va créer ces illusions en fonction de nos sentiments, nos attentes, nos croyances. Ça ne veut pas dire que le phénomène à l'origine n'est pas vrai. Je ne dis pas que les gens n'ont pas vu quelque chose de mystérieux dans le ciel, qu'ils ont trouvé étrange. Au contraire, dans le cas de la place Bonaventure, ils ont réellement vu quelque chose dans le ciel qui les a étonnés. Donc, on ne remet pas... Parce que souvent, quand on essaie de trouver une solution comme celle-là, les amateurs de paranormal, et je me suis fait souvent accuser de ça, de dire « Ah, Christian Page ne respecte pas les témoins. » C'est faux. Au contraire, j'ai une oreille tout à fait bienveillante quand les gens me parlent. Mais un bon enquêteur, puis c'est vrai pour moi, puis c'est vrai pour un bon policier, ce qu'il faut faire, c'est avoir une oreille bienveillante, mais ensuite un doute systématique, essayer de reconditionner, puis aller jusqu'au bout. Donc, moi, je respecte les témoins. Quand les gens me disent « J'ai vu un fantôme, j'ai vu un ovni », je les respecte et je n'ai aucun doute. Moi, je te dirais, ça fait 50 ans que je suis dans ce domaine-là, 48 ans maintenant, 50 ans bientôt. J'ai rencontré très peu de gens qui volontairement ont essayé de me tromper, qui m'ont raconté des bobards pour se rendre intéressant. C'est arrivé, mais je pourrais les compter sur les 10 doigts de ma main. Généralement, les gens, quand ils racontent une histoire, ils racontent fondamentalement ce qu'ils croient avoir vu. Et donc, moi, je respecte leur témoignage, mais... Moi, je ne suis pas là pour me faire un ami. Là. Le témoin, là, c'est pas forcément qu'il doit devenir mon ami. Si je veux des amis, il y a Jean Coutu qui peut m'en offrir, tu comprends? Donc, moi, je ne suis pas là pour me faire un ami. Je suis là pour écouter le témoin, ce qu'il me dit. Et à partir du moment où ce qu'il me dit, j'essaie d'essayer de trouver une explication qui m'apparaît plus rationnelle. Donc, je respecte les témoins. Mais quand on présente ça, puis on dit, là, voilà, on sait que le cerveau est une machine à créer des illusions. Est-ce que le témoin a réellement vu ça ou a interprété ce qu'il a vu, puis il me raconte une version colorée de l'événement? Alors, évidemment, ce n'est pas une question de manquer de respect envers le témoin. C'est au contraire, c'est de faire un bon travail policier. Et moi... Les gens me disent, tu trouves tout le temps des explications. C'est vrai que c'est mon travail de trouver des explications. Et je sais que dans l'univers du paranormal, tu peux m'interrompre si tu veux. C'est parfait. Dans l'univers du paranormal, le discours est très polarisé. Il s'est polarisé encore davantage avec l'avènement des médias sociaux. Et aujourd'hui même, ce n'est plus seulement un discours polarisé. Je dirais que c'est presque devenu, dans certains cas, du fanatisme. Et dans ces discours-là, donc, il y a ce débat-là entre les croyants et les sceptiques, j'y crois ou j'y crois pas. Moi, je dois t'avouer que j'en ai rien à cirer de ça. Ça ne m'intéresse pas. J'aurais tendance à paraphraser un peu Malcolm X en disant « Moi, je suis pour la vérité. Peu importe qui l'a dit, peu importe qui elle sert. C'est la vérité qui m'intéresse. » Mais si je te pose la question piège quand même, comme tu viens de dire par rapport à de plus en plus avec les médias sociaux, on a vu avec YouTube et compagnie, il y a des chaînes qui ne se veulent qu'à ça faire
des recherches du paranormal, du clickbait, beaucoup aussi, qui vont aller dans des endroits, puis ça a toujours l'air hanté, etc. Toi qui es là-dedans vraiment pour démystifier la vérité, et non pas juste pour avoir des clics et des vues, mais qui a aussi participé à l'intérieur du journaliste directement. Ah, ça, c'est mon téléphone portable. Mon Dieu, j'étais comme, on est-tu rendu dans une... J'adore ça. Je vais le fermer. Pas de problème. Désolé. Je pensais qu'on était rendu dans un podcast animé, genre, là, je suis comme... Wow! Au moment où il parle, il y a comme la musique des X-Files qui est Oui, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, je pensais que c'était une nouvelle thématique, là. Laurie avait parti quelque chose, puis... J'adore ça. Attendez, je vais le couper, là. Pas de problème. Une petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un de nos incroyables sponsors qui est Shop Santé. Et aujourd'hui, on parle du produit du jour qui est les produits Yummy Sport, qui est une gamme qu'on voit vraiment partout chez Shop Santé. Ici, j'ai un pré-workout et j'ai aussi du collagène, mais Yummy Sport sont vraiment des produits pour tous les goûts. De très, très bonnes saveurs. Je prends les électrolytes pratiquement à tous les jours de Yummy. Limonade rose est excellent, honnêtement. Allez faire un tour du Shop Santé pour voir les différents produits Yummy Sport. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Et sur ce, de retour à l'épisode. Avec tous les médias sociaux maintenant, justement, il y a beaucoup de gens qui se font des chaînes, des comptes TikTok, etc., qui sont juste là à vouloir des clics, des clickbait, faire à semblant qu'il y a des gens qui c'est hanté. Peut-être des fois que c'est vrai aussi. Toi qui as été dans les enquêtes, qui as été dans rechercher la vérité, y a-tu des moments où est-ce que tu n'as pas été en mesure de démystifier ou que tu as vraiment, tu es d'accord avec le témoignage que oui, il y avait un fantôme, que oui, il y avait réellement un événement paranormal et peut-être pas d'explication au bout? Bon, ta question implique beaucoup de choses. C'est sûr. Bon, dans un premier temps, disons tout de suite que par expérience, 90 à 95 de ce que l'on retrouve dans les médias, la littérature, médias électroniques, médias sociaux, peu importe, 90 à 95 est faux. Faux ou transformé pour plaire à un certain public. Ouais. Donc, à partir de là, on doit mettre des gants blancs quand on touche à ces sujets-là. On a quand même un noyau de 5 à 10 de phénomènes qui ont été assez correctement rapportés dans les médias et pour lesquels on ne trouve pas d'explication. Okay. Donc, à partir de là, on a cette notion-là. OK, parfait, on n'a pas d'explication. Maintenant, le fait de ne pas avoir d'explication ne nous force jamais, mais jamais, à accepter qu'on est visité par des revenants ou visité par des extraterrestres. On a un gros point d'interrogation. On ne le sait pas. Là, c'est la porte ouverte aux croyances, aux hypothèses, certaines fantaisistes, mais quand même, et on peut y adhérer. Et la croyance, elle est légitime. Moi, quand les gens me disent, moi, je crois aux fantômes, ou je crois aux visites extraterrestres, c'est légitime d'y croire. Mais au moment où on se parle, sur le plan de la science, on n'a aucune preuve qui va dans ce sens-là. Mais néanmoins, on reconnaît qu'on a un nombre de cas pour lesquels on n'a pas d'explication et qui pourrait peut-être être une visite extraterrestre ou la présence de revenants. On ne le sait pas. On a un point d'interrogation. Mais toujours se rappeler que 90 à 95 de ce que l'on voit ou ce que l'on entend a été un peu quand même transformé pour plaire à un auditoire, pour plaire à un lectorat quelconque. Et moi-même, j'ai cessé, en fait, tout démarchage auprès de la télé, là, en 2017. Avant, j'étais sur les rangs. Je présentais des projets chaque année à des diffuseurs. Mais en 2007, j'ai abandonné cette démarche-là parce que je voyais chez les diffuseurs une volonté de plaire à un public en leur racontant n'importe quoi. Et moi, je ne voulais pas jouer cette carte-là. Juste le divertissement tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc, le réseau, quel qu'il soit, que ce soit Canal D, que ce soit Historia, le réseau, sa première motivation, c'est qu'on soit scotché devant l'écran. C'est ça. On veut pas zapper vers une autre station. Ouais. Donc, on nous présente du grand n'importe quoi, bien souvent, assez tristement d'ailleurs. Et quand on a une chaîne comme Historia qui nous présente des trucs comme nos ancêtres, les extraterrestres, là, je pense que sur le plan éthique, si j'étais à la direction, je me poserais des questions quand même. Mais bon, on comprend qu'on veut que les gens soient scotchés. Ce sont des émissions, même je le critique, mais c'est un choix éditorial d'Historia et c'est un choix qui fonctionne bien. C'est une émission qui va bien. Ouais. Donc, quelque part, quelqu'un a pris la décision de mettre ça en onde et ça fonctionne bien. Donc, ce mandat-là, il est rempli. Mais bon, sur le plan éthique, une chaîne qui s'appelle Historia, nos ancêtres, les extraterrestres, c'est questionnable. Ouais. Néanmoins, quand on regarde ça, il faut toujours se dire que
c'est souvent orienté. Soit orienté pour qu'on y croit, qu'on reste scotché devant l'écran, ou on lit un livre, on veut que l'auteur, qu'on se rende jusqu'à la dernière page. Ouais. Donc, on est toujours un peu dans cette dynamique-là. Moi, encore une fois, c'est une façon de faire qui ne m'intéresse pas. D'abord, je n'accepterais pas de faire ça. Ouais. Même encore aujourd'hui, hein, si je me retrouvais à Canal D avec mon ovni de la place Bonaventure, je ne suis pas convaincu que je ferais voler un Simon à nouveau. Là, tu sais, là. Mais à l'époque, bon, j'étais jeune, début de la trentaine, puis j'étais très carriériste. On se dit, oui, on va y aller. Bon, donc, il n'y avait pas de mal non plus. On était dans le divertissement, mais c'était pas... c'est bon. Il y a un questionnement éthique, là. C'est certain. Mais moi, quand les gens me disaient, ouais, bon, t'enquêtes, puis tu dois aimer ça quand tu trouves des histoires inexpliquées ou inexplicables, et la réponse est non. OK. Moi, je me sens davantage un peu comme dans la peau d'un policier. Aucun policier n'aime quitter son bureau le soir avec des dossiers non résolus. D'accord. Et moi, c'est un peu la même chose. J'ai tendance à me dire, il doit certainement avoir une explication. Et cette explication-là, je ne l'ai pas trouvée. Et ça me met un peu en rogne de ne pas trouver l'explication. Ça me rage, parce que je me dis, il doit y avoir une explication. Mais c'est toujours une recherche du rationnel? Ouais. Est-ce que ça doit toujours ne pas être paranormal dans ta tête? Non, j'admets qu'il peut y avoir un pourcentage, parce que la science d'aujourd'hui n'est pas la science d'hier et n'est pas la science de demain. Donc, je suis quand même assez, avec humilité, je reconnais que la science d'aujourd'hui ne peut être pas toutes les explications que l'on souhaiterait et que certains phénomènes qui aujourd'hui demeurent encore inexpliqués seront peut-être des phénomènes scientifiques de demain. Donc ça, je suis conscient de ça. Mais j'ai toujours un peu l'impression que quand je me retrouve devant une affaire non résolue, je suis un peu comme le policier. Je me dis, bon, puis je pense que les policiers, c'est un peu la même chose. Le policier qui dit, bon, j'ai une affaire non résolue. Ouais. On vient de voir d'ailleurs un cas extraordinaire où une enquête policière a été reprise 17 ans plus tard pour retrouver l'assassin grâce à l'ADN. Ah, c'est incroyable. Donc, c'est fantastique. Ouais. Le paranormal, c'est un peu la même chose. Moi, quand je mets un dossier de côté, je me dis, OK, peut-être que là, au moment où on se parle, la science n'est pas à ce point avancée pour me permettre de comprendre ce qui a pu se produire. Mais, c'est un message que j'envoie à tous ceux qui s'intéressent au paranormal, n'hésitez pas à ouvrir à nouveau des enquêtes qui ont été classées 20 ou 30 ans sous l'étiquette inexpliquée. Parce que ce qui était inexpliqué en 1968 ne le serait peut-être plus aujourd'hui. Ouais. Et une affaire classée en 2023 ne le sera peut-être plus en 2035. Donc, il faut accepter d'ouvrir ces dossiers-là. Et je pourrais te raconter de très nombreuses anecdotes où on avait gardé des dossiers fermés sous l'étiquette inexpliquée. Et quand on a rouvert ces dossiers-là, rapidement, on a trouvé une explication avec les années qui s'étaient écoulées. Des témoins qu'on n'avait pas rencontrés, des trucs sur lesquels on n'avait pas planché ou qu'on n'avait pas imaginé. Et à partir de là, on est arrivé avec des explications plus rationnelles. Dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure, par exemple, le phénomène remonte en 1990 et on va trouver l'explication ne sera proposée qu'au début des années 2000 par des gens, une dizaine d'années plus tard, par des gens en Europe, des amateurs d'OVNI, mais qui s'intéressent beaucoup aux phénomènes atmosphériques rarissimes. Okay. Qui sont souvent associés aux ovnis. Donc, eux, c'est un peu leur travail. Ce sont des gens qui, la plupart, ont une solide formation en physique atmosphérique, mais en même temps, ils s'intéressent aux ovnis en disant, OK, tel phénomène, est-ce que ça pouvait être de la foudre en boule, un phénomène atmosphérique, etc. Et quand ils ont regardé les événements qui touchaient l'ovni de la place Bonaventure, les conditions météo à ce moment-là, les conditions d'observation, ils ont constaté qu'ailleurs dans le monde, quand on regarde la photographie de Marcel Laroche, et qu'on la compare à d'autres photographies qui ont été prises ailleurs dans le monde de piliers lumineux zénithaux partiels, on a à peu près exactement la même description de phénomène et le même type de photographie qui ressortait. Est-ce que dans le temps, on n'aurait peut-être pas eu des comparables ou en même temps, l'accessibilité des médias en ligne et compagnie? Tout à fait. Une autre histoire bien connue dans l'univers du paranormal, en 1959, et ça c'est une histoire qui est devenue un peu une histoire phare dans l'univers du paranormal. En 1959, on a un groupe de jeunes, c'est 9 jeunes qui vont quitter on est en Russie, on se trouve à Ekaterinbourg, à l'époque ça s'appelle Sverdlovsk, et ils vont quitter l'université de Sverdlovsk pour aller faire du trekking extrême dans les montagnes de l'Oural.
Donc, ils partent 9. Sur la route, ils vont ramasser un 10e randonneur avec eux. Mais avant de se rendre à leur dernier point, parce qu'ils font une partie du trajet d'abord en train, ensuite en autobus, ensuite dans la benne d'un camion qui les amène, leur destination, c'est le mont Otterten, qui se trouve dans l'Oural. Donc, à peu près une vingtaine de kilomètres avant d'arriver au mont Otterten. Et la dernière partie du trajet doit se faire en ski de fond. Donc, sur le groupe des 10, il y en a un à ce moment-là qui a des maux de dos là, terribles, donc il doit abandonner. Donc, ils sont partis 9, sont devenus 10 à un moment donné, mais ils se retrouvent à 9. Et éventuellement, ils doivent rentrer au pays. En fait, ils doivent retourner à Sverdlovsk quelque part à la mi-février 1959. Aucun d'entre eux ne revient. Donc, on commence à s'inquiéter. Ce sont des jeunes, pour la plupart, là, âgés entre 20 et 25 ans. Il y a un des individus qui est un peu plus âgé, une trentaine d'années, mais c'est majoritairement des jeunes qui ont fréquenté l'université de Sverdlovsk, en fait, l'école polytechnique de Sverdlovsk, qui l'ont fréquentée ou la fréquentent encore. Alors, les parents inquiets commencent un peu à dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on va organiser des recherches. Et on va retrouver à quelques kilomètres, bon, leur destination, c'était le mont Otterten. On va retrouver à quelques kilomètres de là, sur une autre montagne, le mont Olachal, qui veut dire en langue mansi, hein, parce qu'il y a des autochtones qui sont les descendants des Mongols, les mansi. Et là, c'est presque un peu un paradoxe. La montagne Olachal veut dire la montagne des morts. Okay. Et justement, sur la montagne des morts, on va retrouver la tente de ces jeunes. Elle est affaissée avec un peu de neige par-dessus. La tente a été déchirée de l'intérieur. Les jeunes sont sortis très rapidement. Ils ont déchiré la tente pour fuir. Fuir quoi? On va retrouver leur corps, on va en retrouver au pied de la colline. On va retrouver 2 d'entre eux qui sont morts sous un sapin, un pin. 3 autres sont décédés entre le pin et la tente en question. Et on va en trouver 4 autres dans le fond d'un ravin. Ils sont tous morts d'hypothermie. Les premiers vont être retrouvés en sous-vêtements, les autres un peu mieux habillés. On comprend que quand les 2 premiers sont morts, on a pris leurs vêtements pour s'habiller avec, ce qui montre donc que les jeunes ont fui la tente. Puis une température qui faisait entre moins 25 et moins 30. Ils ont quitté la tente en ne portant que les vêtements qu'ils avaient sur eux alors qu'ils dormaient dans leur sac de couchage. Donc, très faiblement habillés. Là, un pantalon, il y a 2 filles, 7 garçons. Très faiblement habillés, un chemisier, un pantalon, rien de plus, des chaussettes. Ils sont sortis de la tente à moins 30, puis ils ont fui de cette manière-là. Ils sont tous morts par hypothermie. Et là, évidemment, on va se mettre à imaginer toutes sortes d'histoires. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, il faut se replacer un peu dans le contexte, c'est l'époque de l'Union soviétique. Ouais. Toutes les investigations sont... On ne veut pas que le monde sache que 9 jeunes randonneurs sont morts sur le mont Olachal. Donc, on veut rapidement boucler l'enquête et on va confier ça. C'est le KGB qui prend le contrôle. On va charger un policier, un ancien des forces spéciales de la police, des enquêtes criminelles, et on lui pousse un peu dans le dos pour rapidement conclure l'enquête. Et dès le mois de mai 1959, il dépose son rapport d'enquête et c'est un peu la porte ouverte, hein, parce qu'il termine son rapport en disant « Ils sont tous morts d'hypothermie ». Mais pourquoi ont-ils fui de cette manière-là? Ils ont visiblement tenté d'échapper à une force irrésistible inconnue. Doudou. Là, on est... On repart la musique. C'est dans le mystère, là. On comprend bien que c'est dans le mystère. Cette histoire-là va demeurer insoluble. Il y a plein de gens qui vont s'y pencher. Moi-même, à une époque, quand j'avais tourné à la recherche des reliques saintes, une autre série, je me suis retrouvé tout près de la frontière avec l'Union soviétique. Ah ouais. Et je suis allé de ce côté-là. Je suis allé à Sverdlovsk, qui s'appelle Ekaterinbourg maintenant. J'ai rencontré des gens, parce qu'il existe une espèce de petite communauté qui entretiennent l'histoire de ces jeunes perdus sur la montagne, qu'on appelle le groupe Dyatlov. Donc, j'ai eu accès, j'ai pu voir la tente qu'ils avaient. Eux ont récupéré plein de trucs. Ils m'ont donné les photographies qui avaient été prises par les étudiants durant leur périple sur la montagne. Et on n'a pas d'explication. On n'avait pas d'explication. L'explication, la première, en fait, qui nous venait en tête, c'est l'idée d'une avalanche. Mais l'endroit où ils avaient installé leur tente, on a une pente d'à peu près 22 degrés. Or, quand on connaît un peu le mouvement des neiges, 22 degrés, c'est une pente beaucoup trop faible pour imaginer une avalanche. Les avalanches, il faut arriver plutôt vers 30 degrés avant qu'on ait un danger d'avalanche. Donc, la pente est beaucoup trop faible pour imaginer une avalanche. Qui plus est, quand la tente a été retrouvée,
il y avait un peu de neige sur la tente, mais elle n'était pas en dessous là, d'un couvert de neige comme ça aurait été le cas avec une avalanche. Et les experts, à l'époque, les volontaires, les recherchistes avaient conclu que la neige qui était sur la tente devait être de la neige des derniers jours, parce qu'il y avait neigé quelques jours avant que les équipes de recherche ne retrouvent les jeunes. Donc, on s'est dit, ça doit être de la neige qui était tombée là. Donc, si on exclut l'avalanche, il n'y a pas vraiment d'autres explications. Alors là, on s'est mis à imaginer, ils ont été attaqués par des ovnis, ils ont été victimes d'un complot par les méchants soldats soviétiques qu'ils ont exécutés. Peut-être les Mansi qui ont voulu se venger parce qu'il y avait des hommes blancs sur un territoire sacré, puis ils ont tué. Puis là, j'ai même vu... Ça, c'est un peu méprisable. Faut quand même pas... je ne mâcherai pas mes mots. À Canal c'est Discovery. Okay. Moi, je ne vais pas faire de l'âgisme, mais quand j'étais jeune, on disait qu'on avait vu quelque chose à Discovery, ça devait être certain, c'est à Discovery. Aujourd'hui, c'est moins ça. Hein? Bon, on nous ont présenté des pseudo-documentaires sur les sirènes, le retour du mégalodon. Ouais. Et ils ont même présenté un documentaire sur l'affaire Dyatlov où là, les jeunes avaient été attaqués par un Yéti. L'abominable homme des neiges russes qui s'appelle l'Almasty. Puis ils ont trouvé le moyen de nous sortir une photo prise par les jeunes où on voit une silhouette floue entre des arbres. Parce que dans l'univers du paranormal, plus c'est flou, plus c'est bon. Donc, on a une silhouette floue entre les arbres. Ça devait être le méchant Yéti qui a tué les jeunes. En 2019, pour le 60e anniversaire de l'affaire Dyatlov, le KGB, qui n'existe plus maintenant, c'est le FSB, ont accepté de rouvrir l'enquête sur la mort des jeunes sur le mont Lachal. Et là, donc, on a ressorti les dossiers. Une petite note, et c'est là que ça nous montre l'utilité de rouvrir les enquêtes. Une petite note passée inaperçue 60 ans plus tôt détenait la clé de l'énigme. Okay. Un des volontaires sur la piste des jeunes dit, lorsqu'ils ont trouvé la tente, il dit... La tente, et on l'a trouvée, elle était affaissée sous la neige. Et il mentionne, il dit, j'ai remarqué que les jeunes avaient coupé la neige autour sur la montagne, avaient coupé pour faire une plateforme pour mettre le sol plus à niveau pour installer la tente. Elle est là, la clé de l'énigme. Okay. Quand on sort l'hiver, souvent on va voir qu'il y a une espèce de croûte de glace qui s'est formée sur la neige. Mais quand on passe notre pied au travers cette croûte de glace, on voit qu'en dessous, la neige est tout à fait meuble. Okay. C'est l'erreur que les jeunes ont commis. Quand ils ont installé leur tente, il y avait une couche assez uniforme de glace. Mais pour éviter ça, ils ont cassé la glace et là, ils ont dégagé l'espace pour placer la tente. Ils ont brisé l'homogénéité de la couche de glace. Okay. Et cette couche ayant été brisée, à un moment donné, durant la soirée, durant la nuit, légèrement, le poids de la glace sur la neige qui ne tenait plus parce qu'on avait créé un trou, il y a eu une lame de neige qui a glissé. Pas une avalanche, une simple lame de neige, quelques mètres de long, 1 mètre d'épaisseur, et elle a emporté la tente. Elle a affaissé la tente. Rien pour donner l'impression d'une avalanche vue de l'extérieur, mais pour les jeunes qui étaient dans la tente, lorsque la tente s'est affaissée, ils ont cru à l'imminence d'une avalanche. Ils ont déchiré la tente, ils sont sortis à l'extérieur. Sur le mont Lachal, au mois de février, à une température de moins 30, tu ne vois même pas ta main dans l'obscurité. Donc, ils ont cru qu'il y aurait une avalanche. Ils ont fui vers le bas de la colline pour se mettre à l'abri. Cette avalanche-là n'est jamais arrivée. Et le temps de réaliser qu'il n'y aurait pas d'avalanche, ils sont en chaussettes, avec le pantalon, leur chandail. Ils n'ont aucun moyen, à moins de suivre pratiquement à 4 pattes les traces qu'ils ont laissées dans la neige, il n'y a à peu près aucun moyen de retrouver la tente sur la montagne. 3 d'entre eux ont essayé de faire ça. Ils sont morts en essayant de remonter à la tente. 2 sont morts très rapidement sous le pin parce qu'ils sont morts d'hypothermie. Et les 4 autres, eux, sont morts en tombant dans un ravin parce que, en faisant ce trajet-là, ceux qui font du trekking extrême connaissent cette technique-là, c'est qu'on ne traîne pas tout le matériel avec nous. On en laisse. Le matériel qu'on aura à utiliser sur le chemin du retour, on va le laisser à différents points à l'aller. Okay. Donc, ça nous décharge de ce poids-là. Les jeunes ont dit, quand on va revenir, on va trouver des réserves d'eau, des réserves de vêtements, des réserves de nourriture. Ça ne donne rien de les amener pour les ramener par la suite. Donc, les 4 autres, quand 3 ont dit, nous, on va essayer de retrouver la tente. 4 autres ont dit, nous, on va essayer de redescendre dans la vallée, essayer de retrouver un des points où on a laissé des vêtements et de la nourriture. Malheureusement, dans l'obscurité totale, faut bien comprendre, on ne voit pas sa main devant soi. Là. Ces jeunes-là ont progressé en se tenant visiblement les uns après les autres pour créer une espèce de cordon.
Quand ils sont arrivés, il y avait une espèce de petit ravin qui faisait à peu près 7-8 mètres de hauteur, de profondeur. Quand le premier est tombé, les autres ont tombé derrière. Et c'est ce qui explique pourquoi eux étaient plus blessés que les autres retrouvés. Les autres sont simplement morts d'hypothermie. Ceux qui étaient dans le ravin avaient des côtes brisées, des bras brisés. Pourquoi? Parce que, là, certains diront, ils ont été attaqués par le Bigfoot. Non, non, non. Ils se sont tombés les uns sur les autres. Et en tombant, on fait une chute de 7 mètres et on tombe sur nos collègues. Évidemment, c'est un coup de coude, un coup de poing par-ci, par-là, des côtes brisées, des membres brisés. Et ces gens-là étaient condamnés à ce moment-là. Au fond du ravin, ils étaient condamnés. Mais tout ça... Alors, j'aime ça de parler de ça. Moi, j'adore. Moi, c'est mon propre épisode de Dossier Mystère au podcast Sports Dinaire. Donc, on voit que cette histoire-là est restée insoluble pendant 60 ans. Et tout ça, si on avait vu cette petite note-là à l'origine, probablement qu'on y aurait pensé. Et à partir de la découverte de la note en 2019, des experts suisses, notamment spécialisés à l'université de... Je crois que c'est l'université de Genève. Mais bref, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont tournés vers les spécialistes de Walt Disney qui avaient fait le mouvement des neiges dans le film La Reine des Neiges. Et ils ont recréé une modélisation en entrant dans les systèmes informatiques toutes les données qu'on avait sur l'affaire Dyatlov et on a vu exactement se dérouler sous nos yeux ce qui s'est produit. Donc, on voit installer la tente et on voit le temps qui s'écoule et on voit vers à peu près 2 heures du matin une coulée de neige qui vient couvrir le dessus de la tente. Et à ce moment-là, le sort des jeunes était scellé. Je vais pouvoir dire ce soir à ma fille que Elsa de la Reine des Neiges a réussi à régler. Oui, elle a joué un rôle dans la solution d'une des plus grandes énigmes de l'histoire du paranormal. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est enquête paranormale, enquête de meurtre, etc. Comme j'aime un peu moins découvrir la vérité probablement que toi. J'aime quand même avoir le petit suspense de certaines choses, mais si je te ramène encore plus loin que quand tu as commencé à t'intéresser au paranormal, parce que dans le commun des mortels, une journée comme je vis tous les jours, on parle pas beaucoup de paranormal. Justement, on n'en parle pas assez. Ben, je suis d'accord, mais tu sais, on en parle à une amie qui va dire, ben moi je crois aux fantômes, mais pas moi. Ben moi je crois aux esprits, pas moi. Ben moi je crois... Fait qu'au final, de pas en parler beaucoup, quand tu vois des émissions, mais tu te laisses aller avec je crois rien ou j'y crois. Ou... De ton côté, maintenant, tu cherches beaucoup à avoir la vérité des choses quand il y a d'autres, on en a appelé certains fanatiques, mais d'autres juste qui aiment ça. T'sais, ils ont envie de se laisser croire que les fantômes existent dans leur réalité, puis c'est génial. Est-ce qu'à l'époque, c'était une naïveté de vouloir croire à tout ça qui t'a intéressé au paranormal, ou dès le départ, c'est juste un sujet, je trouve ça cool, j'ai envie de démystifier tout ça? Non, c'est pas comme ça que pas du tout comme ça que ça s'est passé. Quand j'étais adolescent, à l'âge de 13 ans, j'ai vécu une expérience un peu étrange, qui serait un peu trop longue à raconter, mais qui me liait un peu au monde des fantômes. C'est une expérience un peu dans ce genre-là. Okay. Et à l'âge de 13 ans, on est en 1976 à cette époque-là, je n'ai strictement aucun intérêt pour le paranormal, mais vraiment là, zéro. Là. À cette époque-là, en 76, 13 ans, moi, avec mes amis, on écoute Led Zeppelin, Pink Floyd, puis on va creuser les filles. Ça, notre vie se résumait à ça. Creuser les filles, puis écouter Led Zeppelin. Bon, ça se limitait à ça. C'était assez basique, quand même. 13 ans, c'est correct. Et je vis cette expérience-là étrange. Je sais que le paranormal existe là, quand même. On le voit à la télé, on avait des séries, Les Envahisseurs, avec les petits doigts dans les airs, puis des trucs comme ça. Il y avait le cinéma d'horreur aussi. Et L'Exorciste et tout le kit. Mais pour moi, c'était du Hollywood. Je n'avais pas d'intérêt pour ça, c'était Hollywood. Et puis donc, après cette expérience-là, c'était le 13 juillet 1976, je me retourne, j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu à ce moment-là, je m'en vais à la bibliothèque municipale de ma localité, et là, je demande au bibliothécaire, avez-vous des livres sur les fantômes? Il me dit, oui, rangée 3. Et là, j'arrive là, moi, je m'attends à voir 3 ou 4 livres sur le rayon, mais là, je vois des dizaines et des dizaines de livres. Donc, je m'aperçois que c'est un univers qui est excessivement riche. Okay. Donc, ça va du Triangle et des Bermudes au monstre du Loch Ness, en passant par les ovnis. Là. Donc, wow, j'ai vraiment un univers qui s'ouvre à moi. Donc, je deviens là, un livre-avare. Je mange tous ces livres-là. Il n'y a pas encore l'Internet, rien de ça. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la télévision est relativement pauvre sur ce genre d'émissions. Donc, c'est les magazines et les livres qui sont très, très riches. Donc, j'avale tout ça. Lié aussi un peu à notre éducation, l'éducation des années 70 et 80, même les années 60, on disait aux enfants,
Si c'est écrit dans le livre, c'est forcément vrai. On avait cette vision-là. On allait à l'école et on disait, c'est dans le livre, c'est vrai. Mais à l'époque, publier un livre, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Là, donc, on passait par le filtre de la maison d'édition et tout le reste. Donc, je pars de ce principe-là. Hein, ça fait partie de mon éducation. Si c'est écrit dans le livre, c'est forcément vrai. Donc, je lis ça. Je suis relativement naïf, comme tout enfant de 13 ans. Je me laisse emporter dans le rêve de ces histoires d'ovnis, de fantômes et tout. Et j'y crois, là. Mais j'y crois à fond. Je suis une éponge. J'avale tout ça. Et ça va perdurer pendant longtemps, d'ailleurs. Le sens critique ne va apparaître qu'avec mon... Et c'est amusant parce que c'est le paranormal qui m'amène au journalisme et pas l'inverse. Okay. Je suis tellement obsédé. Quand je dis obsédé, là, c'est vraiment une obsession. Je ne parle que de ça. Mes petites amies n'entendent parler que de ça. Mes amis, on ne parle que de ça. Puis à un moment donné, ça devient un peu agaçant. Eux arrivent, ils me disent « Ouais, avez-vous écouté le match de hockey hier? Maurice Richard ou Henri Richard? Ah, c'est qui ça? Je vais te parler de soucoupe volante à la place. » Là, à un moment donné, ça devient excessif. Mais je le sais, c'était comme ça. J'étais vraiment obsédé. Okay. Et donc, à partir de là, j'ai envie de parler de ça. D'ailleurs, à ce moment-là, je réalise mal comment on peut prendre autant de temps dans les médias pour parler de sport, pour parler de politique, pour parler d'économie, alors qu'il y a cet univers-là qui existe, le paranormal. C'est comme au-dessus de tout, là, ça transcende tout. Et j'ai envie de gagner ma vie avec ça. Moi, là, c'est ma vie, ça va être ça. Okay. Parler de paranormal. Bon, très rapidement, je me rends compte que le seul moyen de gagner ta vie, c'est ou bien d'écrire des livres, ou être en journaliste, ou la télévision, ou faire du documentaire, mais en chassant les fantômes et chassant les ovnis, avec ta petite casquette, avec une hélice dessus, ça paye pas. Les fantômes ne payent pas fort. T'es vite au chômage. Un chèque fantôme. Moi, merci. Donc, je décide d'aller vers les communications et le journalisme. Et quand je sors de l'université en 84, il n'y a pas vraiment plus de plateformes, mais j'ai envie de ça et j'ai une formation. Et c'est là, je dirais, qui était le point de bascule. Parce qu'en journalisme, quand on fait du journalisme d'investigation, ce qui fait partie de nos cours là, de base en communication, on découvre les mécanismes, hein, comment une information doit être validée, comment on peut confirmer une information. Et là, à partir de ces mécanismes-là, je commence à remettre en question ce que j'ai lu dans des livres. Je dis, attends une minute, là. Est-ce que cette information-là repose à tel ou tel critère? Et là, très rapidement, je me rends compte que on a beaucoup de, excuse-moi l'expression, là, mais il y a beaucoup de bullshit autour de ça. Là. Je découvre ça. Et même à l'époque, puis là, je vais encore là, je me ferai pas des amis, là, mais... À l'époque, il y avait des organisations au Québec, on ne le dira pas fort, mais il y avait des organisations au Québec qui s'intéressaient aux ovnis. Hein. Okay. Moi, quand je rejoins ce milieu-là, on est au milieu des années 70, il y a un groupe qui est assez sérieux qui s'appelle UFO Québec. Ce qui est intéressant de l'UFO Québec, c'est que la plupart des dirigeants étaient des gens qui avaient une formation académique, des gens qui avaient été à l'université. Donc, ils avaient une approche assez critique. Mais en même temps, une approche de croyance. C'est clair que les gens... Puis la croyance, elle est légitime. Ça, j'insisterai jamais autant assez là-dessus. La croyance, elle est légitime. Ouais. Ces gens-là, ils croient. Mais ce sont des gens qui ont quand même un sens critique plus élevé. Il y en a d'autres groupements, là, qui c'est vraiment des gens qui à fond dans les petits hommes verts. Et donc, je rejoins ces groupes-là. Et il faut quand même comprendre aussi ma mentalité, parce qu'elle va jouer un rôle important. Moi, je suis un orphelin. Donc, j'ai grandi en partie soit chez mes grands-parents maternels, soit à l'orphelinat ou dans des foyers d'accueil. Donc, c'était un peu les pôles. Et on développe des carences. Et une de mes carences, puis j'ai aucune honte à le dire aujourd'hui à 62 ans, une de mes carences, c'est l'absence du père. Ça, pour moi, là, ça a été, là, toute ma vie, là, ça a été marquant, ça. Jamais personne pour te dire « Oui, mon gars, ce que tu fais, c'est bon. » Puis, tu sais... Fait que je m'inventais des modèles masculins. Hein. Moi, mes modèles masculins, puis là, encore là, j'ai pas honte de le dire, j'avais 2 modèles masculins. Elvis Presley et Alain Delon. Okay. Ça, c'était la quintessence masculine. Hein. Je voulais dire, être un homme, c'est ça. Là. T'es un Alain Delon, là, hein, un badass. Là. C'est ça. C'était ça, mes modèles. Et en même temps qu'il y a cette carence-là, moi, je veux que tout le monde m'aime. Tu sais, je veux dire, on a une carence. Et donc, je rejoins ces groupes-là et ça va jouer contre moi, cette envie-là. Parce que le milieu des ufologues, comme ça, les ufologues, ça devient ma famille, c'est ma communauté. C'est des gens qui m'aiment, c'est des gens que je respecte.
On pourrait comparer ça presque à un parti politique. Hein? Ton parti politique devient ta famille. Même si certains membres du parti politique ne disent pas toujours la vérité aux citoyens. Mais il reste même dans le péjoratif secte? Non, c'est souvent, beaucoup d'entre eux sont dans l'extraterrestre à fond. Et ce que je me rends compte, même si j'ai cette formation en communication et en journalisme qui a aiguisé mon sens critique, je vois bien dans ce milieu-là des gens qui disent n'importe quoi. Certains d'entre eux inventent des histoires de toutes pièces pour se faire un capital de popularité, pour passer à la radio. L'un d'entre eux lance un petit magazine, donc il faut qu'on parle de lui. Il invente une histoire d'OVNI en même temps, ça va bien. Il sort son magazine, le jour même qu'il sort son magazine, un OVNI survole Drummondville. Bon, on dit que c'est le fun. Tu vois un peu le genre. Ouais. Je le vois, ça. Mais je le dénonce pas. Et ça, pour moi, là, encore aujourd'hui, là, c'est quelque chose que je regrette. Je voyais ces gens-là mentir autour de moi et j'avais l'impression de mentir avec eux. Pas que moi, j'inventais des histoires, mais tu connais l'expression « coupable par association ». Donc, ces gens-là disent des bêtises, inventent des histoires pour escroquer les gens. Et moi, je suis là, je regarde ça et je ne dis pas un mot. Ouais. Je ne veux pas me mettre à dos ma famille. C'est mes amis. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est mieux de dire aux gens, on vous a trompé, ou de me mettre à dos mes amis, ceux qui m'aiment? Donc, je me ferme la gueule. En 1995, ça a été le point de bascule, ça a été trop. L'un d'entre eux a fait l'une de ces fameuses arnaques. Et là, je dis non, je ne peux pas continuer à cautionner ce genre de truc-là. Donc, je me suis retiré et depuis 1995, j'ai coupé tout lien avec les organisations associatives. Je suis membre d'aucun groupe ou association de quoi que ce soit. Donc, j'ai pris mon recul par rapport à ça. Ces gens-là, aujourd'hui, font partie, on a mentionné ces groupes croyants, non-croyants, débats, des guerres un peu intestinales, ça ne m'intéresse plus, ça. J'ai décidé de faire mon truc. Et il est possible que j'ai tort. Hein? Je veux dire, je n'ai pas la science infuse, moi, là. Ce que je te raconte, c'est ce que je crois aujourd'hui. Si tu me parles d'une histoire d'OVNI, je vais te raconter ce que je crois être fondamentalement la vérité aujourd'hui. Mais si tu me poses la question dans 6 mois, dans 1 an, ça se peut que j'ai changé d'avis parce que de nouvelles informations sont arrivées. Ouais. Beaucoup de gens dans ce milieu-là perçoivent ce changement d'orientation comme étant un faux cul. Hein, tu as changé ton fusil d'épaule. Non, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule. Le policier qui a dit en 1972 que telle histoire criminelle était sans solution, 20 ans après, l'ADN permet de pointer du doigt un suspect. C'est pas un faux cul. C'est simplement qu'il y a de nouvelles informations qui ont permis d'arriver à une autre conclusion. Ouais. C'est un peu la même chose. Si tu m'avais posé, après l'incident, on a parlé de l'OVNI de la place Bonaventure, bien, si on le prend lui comme exemple, si tu m'avais demandé, l'événement se passe le 7 novembre 90, bien, si le 8 novembre 90, tu m'avais posé la question, je t'aurais dit, ça, c'est une bonne histoire d'OVNI. Ouais. Puis 1 mois après, je t'aurais dit encore que c'est une bonne histoire d'OVNI. Aujourd'hui, si j'ai changé d'opinion par rapport à cette histoire-là, c'est pas parce que je suis devenu plus sceptique. C'est parce qu'on m'a proposé une explication plus rationnelle qui tient bien la route et elle m'apparaît plus vraisemblable. Je peux me tromper. Ça se peut que Montréal ait été survolé pendant 3 heures par un engin venu de Bételgeuse. Ouais. Et les gens qui veulent y croire, libre à eux. Mais moi, je dis toujours, comme je l'ai mentionné, si on va de l'hypothèse la plus vraisemblable vers la moins vraisemblable, bien, le vaisseau qui fait du surplace de Bételgeuse 3 heures au-dessus de la place Bonaventure, bien, croire que le centre-ville, c'est intéressant. Il y a Paris qui n'est pas loin, mais bon, 3 heures, c'est un peu long. Donc, on est dans cet univers-là. Ouais. Mais donc, c'est un peu ce qui m'a amené. Et ce sens critique, ben oui, au départ, je suis un peu une éponge. Le sens critique prend le pas avec cette formation en communication. Mais le véritable point de bascule, c'est que la plupart des gens qui s'intéressent aux phénomènes étranges ont souvent une connaissance un peu livresque. Okay. L'ivresse dans le sens, ces gens-là vont lire des livres, et ils acceptent ce qu'ils lisent, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tu sais, tu prends un livre, on dit « Ah, un pilote est disparu au-dessus de Melbourne, en Australie, dans son avion, en disant qu'il y avait un ovni. » Est-ce que c'est pas à la portée de tout le monde de dire « Ah, ben parfait, demain matin, je prends l'avion, je m'en vais à Melbourne, je vais aller enquêter sur cette histoire-là. » Ben oui. Donc, on doit s'en remettre, on fait confiance à ceux qui rapportent l'information. Malheureusement, je reviens à ça, 90 à 95 %, c'est un peu bullshité quand même. À partir des années 2000, quand est arrivé l'avènement des télés spécialisées au Québec, Historia, Canal D, tout le reste, comme il fallait faire du documentaire local,
il y avait des licences qui étaient attribuées pour faire du documentaire, et certains, je pense à Canal D, il y a eu Monde et Mystères, Mystères et Controverses, Dossier Mystère à Canal D aussi. Donc, ces séries-là, on investissait pour de la production québécoise. En fait, production québécoise, c'était surtout de la production avec du personnel québécois, des recherchistes, des caméramans, des preneurs de son québécois, mais les sujets pouvaient être assez variés, particulièrement dans cet univers-là. On avait des sujets internationaux. Ça a été une chance inouïe, je l'avoue, là, quand même. Ça a été une chance inouïe de pouvoir faire le tour du monde sur le budget de Canal D. On aime bien ça. On aime bien ça. Tu sais, j'ai dû enquêter sur le chronoviseur, puis pour enquêter là-dessus, il a fallu que j'aille à Venise. Maudit que ça fait mal au cœur. J'ai passé du sommeil à Venise. Donc, on voit un peu. Et ça m'a permis de faire le tour du monde. Et ça a été, je l'avoue, c'est un point de bascule. Parce que quand je me suis retrouvé sur place à rencontrer les véritables témoins, les véritables personnes impliquées, je découvrais qu'une seule partie de ça était connue. Ouais. L'auteur du livre sur l'OVNI, du pilote qui est disparu au-dessus de l'Australie, l'auteur qui a parlé de cette histoire-là a fait une sélection des témoignages ou des événements qui avaient envie de me communiquer pour me faire croire que cette histoire était vraie. Mais quand je suis arrivé à Melbourne, puis j'ai rencontré le contrôleur aérien qui était dans le tour de contrôle, lui, il n'avait pas la même opinion de ça. Quand j'ai rencontré les gens, parce qu'évidemment, cette histoire-là a entraîné une enquête de la part de l'aviation civile, et comme il y a eu l'armée australienne a été impliquée dans les recherches en mer, il y a eu une enquête menée par l'armée australienne. Quand ils m'ont remis sous le nez là, les rapports d'enquête de l'aviation civile et de l'aviation militaire, là, j'avais une toute autre vision de cette histoire-là. Et là, je ne raconte que cet événement-là, mais multiplie-le par 100, par 1000. Et là, d'un coup, je me découvre que pendant des années, j'ai cru des choses qu'on m'avait racontées, mais qu'on m'avait entubées solidement. Et là, peu à peu, c'est là que... Au début, si tu m'avais posé la même question avant les années 2000, je t'aurais dit « Ah, il doit y avoir 50% de vrai puis 50% de pas vrai. » Aujourd'hui, je suis rendu à 95. 90 à 95. Ouais. Parce que ça m'a permis de rencontrer ces gens-là, d'avoir accès à une information. Et quand on est journaliste et on travaille pour une équipe de télévision, évidemment, ces gens-là sont plus disposés à parler. On a accès à de l'information qui n'est pas à la portée de tout le monde. On accepte de nous montrer des photos ou des dossiers ou des trucs comme ça. Et là, quand je suis confronté à cette information-là, je me rends compte que, c'est très différent de ce qu'on m'a raconté. Mais il y a toujours un peu cette espèce de petit noyau de 5% qui est fascinant. J'ai envie d'aller là. J'ai envie d'aller dans le 5%. Vas-y, allons-y. C'est une question, à toi de voir si tu donnes ton opinion, bien sûr. J'ai envie de ton opinion sur tout ce qui se passe aux États-Unis présentement avec les fameux ovnis à gauche, à droite, où est-ce que tout d'un coup, tout le monde est capable de prendre en photo des ovnis. Mais lorsqu'on parle de photos du gouvernement, c'est toujours des fameuses photos floues. Tu sais, tu as parlé tantôt, le flou vend beaucoup, on aime beaucoup ça. On est supposément capable d'aller sur la Lune, de faire beaucoup de choses, mais une photo en 4K, ça ne marche pas lorsqu'on parle d'ovnis. J'ai envie de ton opinion peut-être par rapport à ça. Là, c'est fun parce que si on avait eu autour de la table un sociologue, ça aurait été intéressant de comprendre ce qui se passe aux États-Unis. D'abord, si on regarde la question des ovnis, le gouvernement américain, puis là, évitons de tomber... Parce que les théories du complot, ça mène nulle part. Ouais. La théorie du complot, c'est toujours un cul-de-sac. Donc, le gouvernement américain s'est intéressé aux ovnis de 1947 à 1969, officiellement, avec des commissions d'enquête, en fait 3 commissions d'enquête importantes qui ont changé de nom en cours de route, mais c'était à peu près une seule enquête. Ça commence sous le nom du projet Sign, ça devient le projet Grudge, et de 1952 à 1969, ça devient le nom du projet Blue Book, dont on a fait d'ailleurs une série à télé, projet Blue Book, très populaire. Donc, pendant 22 ans, le gouvernement américain va s'intéresser à la question des ovnis, au début plutôt frileusement, ensuite assez ouvertement. Et puis, on termine les activités en décembre 69. Les conclusions sont publiées en janvier 1970. Et là, je vais faire mal encore aux ufologues. Dans le rapport, les conclusions du projet Blue Book, le gouvernement, l'armée de l'air américaine, c'est elle qui parrainait cette enquête, a 4 conclusions. La première conclusion, c'est de dire on a enquêté sur 12 618 observations d'OVNI durant cette période, et sur les 12 618, il y en a 701 qui sont demeurées non identifiées. Donc ici, on vient de faire une belle jambette aux amateurs d'OVNI qui n'arrêtent pas de nous répéter ad nauseam, le gouvernement américain a toujours nié l'existence des OVNI, ce qui n'est pas vrai. Dans le rapport de 1970, ils disent bien 12 618 cas enquêtés, 701 non identifiés.
C'est un gros pourcentage quand même. C'est noir sur blanc. C'est à peu près entre 3 et 5 de cas non identifiés. C'est noir sur blanc. Il ne dit pas que ça n'existe pas. Il le dit, là. On en a 701. Ce qu'il dit ensuite, et là, bien évidemment, c'est une question d'interprétation, il dit, dans ces cas-là, même incluant les cas non identifiés, on n'a rien vu qui nous force à accepter qu'on est visité par des extraterrestres. Donc, même les cas qu'on n'a pas identifiés, généralement, les manœuvres aéronautiques décrites par les objets sont à la portée de la physique, de l'aviation. Donc, même si on ne sait pas ce que c'est, rien ne nous oblige à accepter les extraterrestres. La troisième hypothèse, c'est que ça n'a pas d'intérêt pour l'armée américaine, puisque les ovnis ne menacent pas la sécurité nationale. Donc, jusque-là, ça va bien. Ouais. La quatrième conclusion, ça, c'est celle qui fait mal. La quatrième conclusion, on dit il n'y a aucun intérêt, ni même scientifique, à enquêter sur les ovnis. Donc, ça a fermé quand même un peu la porte. Donc, les autorités, même dans les milieux universitaires, on s'est dit, bon, ben les ovnis, merci, bonsoir, basta, on passe à autre chose. Aujourd'hui, donc, pendant de très, très longues années, donc, si on adressait des demandes d'accès à l'information au département de la Défense aux États-Unis pour la question des ovnis, bien, la question était, on a arrêté de s'intéresser à ça en 1969-70, donc merci, bonsoir, allez aux Archives nationales. Le monde, à cette époque, des années 40 à 1969, le monde était différent d'aujourd'hui. Ce qui est malheureux, souvent, c'est qu'on a une jeune génération qui n'est pas au courant des conditions sociologiques de l'époque. En 1947, quand l'armée américaine commence à s'intéresser aux ovnis, elle s'y intéresse parce que les premiers témoignages parlent de boomerang volant. L'expression « soucoupe volante » est une erreur journalistique. Okay. La première observation répertoriée de l'ère moderne des ovnis, c'est le 24 juin 1947. On a un pilote civil qui survole le mont Rainier dans l'État de Washington. Il voit 9 objets qui ressemble à des croissants avec un centre plus sombre et l'arrière un peu comme une queue pointue. Il va dire que ça ressemblait un peu à des cerfs-volants. On a tous vu un peu ces cerfs-volants. Ils ressemblent un peu à Batman. Bon. Le logo de Batman. Donc, ça ressemblait un peu à ça, des espèces de croissants avec une queue pointue derrière. Quand il arrive, quand il se pose, d'ailleurs, c'est un vendredi après-midi, c'est ce qui nous montre que si on veut envahir les États-Unis, faisons-le le vendredi après-midi. Quand lui, il arrive, il se pose à l'aéroport, il est convaincu, parce que ce qu'il a observé, ce n'était pas des avions conventionnels et ça se déplaçait, selon lui, plus vite que des avions conventionnels. Okay. À ce moment-là, en 1947, les extraterrestres n'existent pas. Ça va arriver plus tardivement, cette notion-là de cette association soucoupe volante extraterrestre. Mais à l'époque, ça n'existe pas. Si on voit quelque chose dans le ciel qui vole, qui est étrange, c'est forcément des Russes. C'est ça. C'est la peur des Soviétiques. Donc, il se présente à un poste du FBI pour décrire ce qu'il a observé et le bureau est fermé. Le FBI fermait le vendredi à midi. Donc, il se retourne à l'aéroport et là, en errant dans les locaux, il rencontre un journaliste à qui il va confier son histoire. Et c'est là qu'apparaît cette espèce de langue, l'histoire de la langue qui fourche un peu. Il dit, le journaliste lui pose la question, « Oui, ça ressemblait à quoi vos trucs? » Ça ressemblait à des croissants, il y avait une queue pointue à l'arrière, un peu comme un cerf-volant. Puis le journaliste dit, « Ça se déplaçait comme un avion conventionnel? » Il lui répond, « Non. » Il dit, « Ça ressemblait à des soucoupes qu'on aurait fait ricocher sur de l'eau. » Une curieuse figure de style quand même, là, mais des soucoupes qui ricochent sur de l'eau. Okay. Le journaliste, lui, ne faisant ni un ni deux, le lendemain, il publie un article, un pilote a vu des soucoupes volantes. L'expression est lancée. Mais le pilote avait vu des croissants volants. Quand cette information-là arrive en haut lieu au département de la Défense, il faut savoir que jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands travaillaient sur des projets extraordinaires dans le domaine de l'aviation qu'on appelait les Wunderwaffen, qui veut dire textuellement les armes fantastiques. Okay. Les armes fantastiques, tombons pas dans le piège, ce n'est pas des machines à voyager dans le temps puis aller construire une base sur la face cachée de la Lune. Mais les Allemands avaient quand même un pas d'avance sur leurs ennemis. Ils avaient créé les premières bombes volantes, le V1, le V2, et ils avaient créé aussi un avion extraordinaire qui était le Messerschmitt, qui était le premier avion turbopropulsé. Ils travaillaient à un nouveau prototype. Hitler avait mis tout l'effort de guerre sur la création d'un nouveau prototype, le HO-229, le Horten HO-229, un avion ressemblant à un croissant volant avec une queue pointue à l'arrière, turbopropulsé.
Cet avion-là n'a jamais été construit de manière sur des chaînes de montage parce qu'il y a eu une erreur éventuellement. Quand les moteurs sont arrivés à l'usine de ces fameux HO-229, quand le moteur est arrivé, il était trop gros pour rentrer dans la cage du cockpit, hein, l'espace qu'on avait fait pour le moteur. Donc, il a fallu changer le design. Si n'eût été de cette erreur-là, dans les derniers mois de la guerre, la Luftwaffe, hein, l'armée de l'air allemande, aurait bénéficié d'un avion fantastique. Elle n'aurait probablement pas gagné la guerre, mais ça aurait été quand même peut-être un peu plus long avec ces avions-là. À la fin de la guerre, là, je sais que je fais un long détour, mais ça nous permet de comprendre. À la fin de la guerre, le savoir allemand a été divisé entre l'Union soviétique de l'époque et le savoir américain. Les Américains ont exfiltré donc des savants allemands, principalement dans le domaine de l'aéronautique, dont le célèbre Wernher von Braun, qui était le créateur des V1, créateur des V2 et créateur de la fusée Saturne V qui va plus tard envoyer les hommes sur la Lune. Donc, on voit, c'est le même bonhomme, là. C'est vraiment un génie de l'aéronautique. Donc, les Américains vont exfiltrer du savoir allemand vers les États-Unis dans un programme qu'on appelle Paperclip. Pourquoi Paperclip? Parce que la photo du candidat restait toujours marquée avec la marque du trombone. Donc, l'opération Paperclip, puis on lui donnait une nouvelle identité. La photo disparaissait, les gens avaient une nouvelle identité. On effaçait leur passé nazi. Mais les Soviétiques ont fait exactement la même chose. Alors, imaginons-nous, on est en 1947, 2 ans après la fin de la guerre. On est dans l'État de Washington, l'État le plus au nord des États-Unis, mis à part l'Alaska, l'État le plus au nord. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a l'Union soviétique. Et tout à coup, un pilote voit des engins qui ressemblent à des croissants volants qui se déplacent plus vite que des avions conventionnels. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il doit s'agir du Horten HO-229. Et les Américains, les forces militaires se disent, est-ce que les Soviétiques ne sont pas en train de nous entuber? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de développer une version 2.0 du HO-229 avec ce savoir allemand? Rapidement, on va découvrir que c'est pas ça. Mais l'origine de l'intérêt des ovnis aux États-Unis, c'est pas les extraterrestres. Non. C'est la peur d'être envahi par des Soviétiques qui avaient développé possiblement un avion supersonique plus grand que ce que le savoir américain était capable de produire. Très rapidement, on va voir que c'est pas ça. Et plus tardivement, dans les années 50 et 60, il y a eu à plusieurs reprises des audits à l'intérieur même du gouvernement américain pour tirer la plug sur les programmes OVNI. On se dit, il n'y a rien là-dedans. Les gens confondent plein de patentes. Ben oui. Mais en même temps, on s'est aperçu dans les années 50 et 60, on est avant l'ère des satellites, on développait des avions espions. Hein, c'est comme ça qu'on espionnait nos ennemis, pas par des satellites, mais par des avions. Donc, les Américains vont produire une série d'avions espions, le U-2 notamment, le premier avion espion, construit d'ailleurs sur la base de la zone 51. Ouais. Le U-2, ensuite de ça, d'autres avions vont suivre, le magnifique SR-71 Blackbird, qui ressemble un peu à une fusée. Ouais. Probablement le plus bel avion jamais conçu. Et ensuite, d'autres, la technologie des avions furtifs des années 80, hein, le F-117 Stealth Fighter, Bombardier B-2. Et aujourd'hui, on est en train de développer les drones de demain, hein, avec des formes aéronautiques assez spéciales. Donc, dans les années 50 et 60, on est à l'ère de l'aviation, de l'espionnage. Ce que les militaires en haut lieu découvrent, c'est que certains de ces avions-là, durant des vols d'essai, parce que quand on voit des photos de l'avion B-2, par exemple, oui, c'est ça, le U-2, excuse-moi, quand on voit des photos du U-2, on voit toujours un avion avec des ailes très, très larges, mais toujours peint en noir. Okay. La peinture servait à absorber un peu les ondes radar. Mais lors des premiers essais du U-2, c'est un avion qui avait la couleur de l'aluminium. Et il volait très haut et plus vite que les avions conventionnels. Et là, les gens levaient les yeux au ciel et voyaient cet avion-là. Ils se disaient, tiens, ça vole plus haut qu'un avion conventionnel, ça vole plus vite qu'un avion conventionnel. La couleur. Donc, on va appeler l'armée et on va le dire. Et très rapidement, dans les années 50 et 60, les gens de l'armée qui s'intéressaient aux soucoupes volantes se sont aperçus que plusieurs récits d'observation d'OVNI coïncidaient avec des vols d'essai des avions espions. Donc, on a préféré jouer la carte de la soucoupe volante plutôt que de révéler qu'on avait des avions espions. Fait que quand les gens appelaient, j'ai vu quelque chose qui volait très haut. Évidemment, le militaire à l'autre bout du fil ne disait pas, ah, vous avez vu un U-2. Ouais. On disait, ah, vous avez probablement vu une soucoupe volante, monsieur. Et bon, l'affaire était réglée. Et la technique qu'on utilisait aussi, on ridiculisait le témoin. Ça faisait partie du truc.
Tu vois, vous avez vu une soucoupe volante? C'est sûr, vous n'aviez pas vu à ce moment-là. Vous n'avez pas des petites substances, des petites substances récréatives. Le type, quand il raccrochait, avait tellement été humilié que c'est sûr qu'il ne se tournait pas vers les journaux pour aller raconter son histoire. Ouais. On avait gagné. C'est-à-dire qu'on avait gardé sous secret un projet qui était ultra top secret et en même temps, on avait un peu cloué le bec à ces gens-là pour qu'ils... Aujourd'hui, bon, évidemment, on paie le prix de ça. Ben oui. Et là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que soudainement, parce qu'on a des images, en 2017, bon, ils ont des images qui ont commencé à circuler, filmées apparemment par des pilotes à bord d'avions, avec des récits, et ces gens-là racontent des histoires assez fantastiques. Et soudain, il y a un nouvel engouement du public, et comme les budgets sont souvent en fonction de l'intérêt du public qui se répercute sur le Congrès américain, bon, on s'est dit, on va s'enquêter à nouveau sur les ovnis. Et là, je dois bien l'avouer, je suis un peu choqué de ce que je vois. Choqué dans le sens que, bon, ces gens-là parlent comme si les extraterrestres qui nous visitent que les États-Unis. Alors, d'ailleurs, il y a souvent une blague, on voit la Terre vue par des extraterrestres, tu vois la Terre puis les États-Unis. 95% des observations d'OVNI se produisent aux États-Unis. Ouais. Posez-vous la question, il y a quand même quelque chose qui doit relever de la culture populaire. Ces gens-là, quand on regarde des auditions, on vient, il y a quelques jours à peine, il y en avait une 4e ou une 3e audition au Congrès américain. On a une poignée de représentants au Congrès qui sont tous convaincus qu'on est visité par des extraterrestres, qui nous sortent des bourdes là, incroyables, des « Ah oui, j'ai vu ça », puis il y a des éponges. Là, ces gens-là sont convaincus. Et ils reçoivent aux États-Unis, il y a ce que moi j'appelle la clique. La clique, c'est une vingtaine de personnes qui font des soucoupes volantes, leur pain et leur beurre. Documentaires, livres, tout le reste. Ils entretiennent. Certains d'entre eux sont parfaitement convaincus de ça. Leur croyance, elle est légitime. Mais il faut que les soucoupes volantes existent. C'est leur pain et leur beurre. C'est comme je dis souvent, hein, le monstre du Loch Ness, même si 15 études montrent qu'il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness injecte dans l'industrie touristique locale 50 millions de dollars par année. Les Écossais ont 50 millions de bonnes raisons de te dire que les scientifiques ont tort. C'est un peu la même chose. Ces gens-là, ils font leur pain et leur beurre. Et là, on voit défiler ces gens-là au Congrès devant une poignée d'individus qui sont complètement convaincus de ça. Et là, on tombe dans les théories du complot. Ah, le gouvernement nous cache de l'information. Lockheed a récupéré des soucoupes volantes, puis il déconstruit, puis il construit d'autres soucoupes volantes avec ça. Puis on a récupéré des extraterrestres. Tous ces gens-là racontent ça dans une espèce de bulle. Et là, tu te dis, on va-tu voir une photo à un moment donné, un petit témoignage? Et là, on joue cette carte-là. Ah ouais, on a un pilote qui a vu ça, un pilote. Mais on le sait, les études montrent qu'un pilote qui ne sait pas ce qu'il observe, il peut se tromper. Ouais. Et les quelques cas où on a vu des images, notamment, qui ont circulé, je pense notamment à une des vidéos qu'on appelle la vidéo Go Fast, où quand on regarde l'image, on voit comme ça a l'air d'un petit point qui se déplace au-dessus de l'océan, qui semble aller très vite. Puis là, on voit le pilote avec son avion, il fait ce qu'on appelle un lock-on, un verrouillage de son radar dessus. Puis là, on l'entend, il est très excité. « Ah ouais, je l'ai eu! » une analyse a été faite par les services le département de la Défense qui dit, ça, là, c'est un ballon. C'est un tout petit ballon, là, comme un ballon de plage. Là, il est à peu près gros comme ça, puis il flotte au-dessus de l'océan. Puis pourquoi on a l'impression qu'il va vite? Parce que l'avion voyage, lui, à 500 km/h, puis il voyage contre l'objet qui, lui, se déplace à 10 km/h à peu près avec la vitesse des vents, ce qui donne un effet parallaxe qui fait que ça a l'air d'aller très vite. Mais là, évidemment, les amateurs de... Non. Encore une fois, c'est la preuve que le gouvernement nous cache des choses. Donc, on n'en finit pas avec ça. Mais j'avoue que ce que je vois là, c'est un discours presque sectaire. Ouais. On a des gens qui croient que le gouvernement... on nous dit, c'est un groupe biparti, hein, les républicains et les démocrates. C'est 8 républicains et 2 démocrates. Bon, biparti, entendons-nous. Et on oublie, on dit, c'est devant le Congrès. Le Congrès, c'est 450 élus, puis là, t'en as 8. Alors, on a un congrès qui est rétréci. Là. Ouais. Il y a 8 personnes qui sont là, tous des convaincus, et on le voit, ils adhèrent à toutes sortes de croyances qui ont été déboulonnées. Quand on me sort Roswell, c'est Roswell. Est-ce que ces gens-là ignorent qu'en 1995, le département de la Défense a clairement démontré, même pour les ufologues, bon, évidemment, tu as toujours les zélés, mais même les ufologues sérieux sont assez d'avis aujourd'hui que Roswell n'est rien d'autre qu'un ballon espion secret qui s'appelait le projet Mogul, qui est tombé dans le désert. Et là, tu entends ces élus du Congrès, et ça, c'est un rapport
Une brique, là, un pavé, c'était gros comme ça, le rapport sur Roswell de l'armée en 95. Et là, tu entends ces élus-là qui ne semblent pas au courant que ce rapport-là existe. Yeah. Oui, Roswell, ils ont capturé des extraterrestres. Puis là, le gars en face, le sonneur d'alerte qui est invité, qui lui fait son pain et son beurre avec les secoupes volantes. Oui, madame la représentante républicaine. Ah oui, on nous a caché Roswell. Puis toi, tu es là, tu regardes ça, mais mon Dieu, c'est vraiment farfelu. Ouais. C'est fantaisiste de voir ça. Et là, tu te dis, elle est où la preuve? Parce qu'on lui pose la question, avez-vous la preuve? Ah oui, j'ai un vieux film, toujours des films flous qui finalement se révèlent être n'importe quoi. Ou bien on nous a caché la preuve, elle dort quelque part dans un entrepôt. Là, moi, je disais, attends une minute. Ces gens-là, là, le simple bon sens, posons-nous cette question-là. Le bon sens. Si on est visité par des extraterrestres, je pense pas que les extraterrestres, on focalise vers les États-Unis. Je comprends que le président Trump trouve que c'est bien beau, les États-Unis, puis qu'il est le plus grand là, au monde, là, mais je crois pas qu'on vienne de Bételgeuse pour rendre visite au président Trump. Donc, si les extraterrestres nous visitent, ils doivent visiter majoritairement l'ensemble de tous les pays du monde. Et là, on nous dit, les Américains, pourquoi gardent-ils le secret? Parce qu'ils veulent bénéficier de la technologie des ovnis. OK? Mais on a 195 pays dans le monde. Le Togo, il s'en sac, lui. Le Togo, il ne tirera pas profit de ça. Le Mozambique, il ne tire pas profit de ça. Alors, on est en train de me dire que dans le monde, à un moment donné, quelque part, dans les années 40, 50, on a réuni les 195 pays du monde dans un amphithéâtre. Et là, les Américains ont dit, nous, Américains, hein, In God we trust, on va cacher l'information des ovnis au public. Et les 194 autres pays qui étaient dans la salle, ils ont dit « Yes, sir. D'accord. On est d'accord avec ça. On prend ça. » Les Russes, les Chinois, la Corée, oui, on est d'accord avec la politique américaine. Mais tu as de la misère à réunir 8 personnes autour d'une table pour parler d'une réalité bien présente, par exemple les changements climatiques, les gaz à effet de serre. On ne s'entend pas, on est 8 personnes. Et là, tu me dis que 195 pays ont dit oui, yes sir, on y va. Ouais. Il y a comme quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et si on était réellement menacé par une présence extraterrestre, on est d'accord que si on est d'abord visité, c'est qu'ils ont une technologie en avance sur la nôtre. Ça veut dire que demain matin, s'ils décident de jouer les pas fins, on va vite être éclipsé de la carte, là. Or, est-ce qu'on voit ailleurs dans le monde une volonté militaire de se protéger contre les extraterrestres? Non, pas du tout. Zéro, pas du tout. Hein? Les Russes sont plus intéressés de construire des drones pour attaquer Kiev que de dire on va se protéger contre les extraterrestres. Non. La seule place où tu vois cette espèce d'obsession ridicule, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est aux États-Unis. Ouais. Et ça, tu te dis, ben là, on est vraiment dans une espèce de groupement un peu sectaire où on a des représentants du Congrès qui sont favorables, qui sont convaincus, devant une poignée de soi-disant sonneurs d'alerte qui sont convaincus aussi. Puis les sonneurs d'alerte, hein, je précise bien, on l'a évoqué, je respecte les témoignages. Quand ces gens-là disent, on invite un pilote qui dit, je volais avec mon appareil, j'étais à 22 000 pieds, j'ai vu cet objet traverser le ciel rapidement, j'ai pas de doute, là. Je veux dire, il a vu quelque chose qui l'a intrigué. Mais où sont les données radar? Est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut avoir accès au radar? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas une défaillance du radar? Ouais. Qu'est-ce qu'il a vu? Tu sais, il y a plus... Le fait que le pilote raconte une histoire, écoute, on n'a pas besoin du Congrès, on a à peu près 80 ans de livres qui ont été publiés sur les ovnis, et si tu fais ta recherche, tu vas trouver des centaines, sinon des milliers de témoignages de pilotes d'avions civils ou militaires ou des militaires à gauche, à droite, des années 50, 60 qui ont vu des ovnis. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Tu sais, pourquoi focaliser? Là, on fait venir le commandant David Fravor qui a vu l'ovni Tic Tac. Oh, wow! David Fravor a vu l'OVNI Tic Tac. Mais tu sais, en 1951, l'astronaute Gordon Cooper, qui volait au-dessus de la Corée aussi, en a vu un OVNI. Tu sais, je veux dire, c'en était un pilote de chasse. Tu sais, on n'en parle plus. Puis Gordon Cooper a quand même volé sur les vols Mercury et Gemini. Puis c'est le dernier astronaute qui a volé en solitaire sur les vols Mercury. C'était tout un pilote. Hein? Bon. Mais il croyait aux OVNI. D'ailleurs... rectifions le tir, hein, quand les amateurs nous parlent d'ovnis et astronautes, ils oublient de nous dire que tous les astronautes qui ont dit avoir vu des ovnis les ont vus en tant que pilotes terrestres. Aucun astronaute n'a vu d'ovnis dans l'espace.
Bon, mais C'est bon, intéressant. Gordon Cooper est l'un d'entre eux. Bon, tu sais, si tu veux me sortir un pilote, David Fravor, regarde, passe ça, on va te sortir le Elvis Presley des pilotes. Ouais, Regarde, on va te sortir Gordon Cooper. 1951, au-dessus de la Corée, il voit un ovni. Écœurant. Ça, c'est le fun. Ça change quoi? Ouais. Rien du tout. Rien du tout. Mais là, on est comme embarqué là-dedans. Puis là, même, je dirais que du côté des médias américains, il y a un peu aussi un désintéressement. Hein, la première réunion qui a eu lieu, tous les médias en parlaient. C'était vraiment la grosse affaire. Là, on est rendu à la 3e, 4e, très peu de médias en ont parlé. Parce qu'on se dit, ça mène nulle part. C'est un peu bizarre. C'est toujours les mêmes gens qui reviennent, qui racontent les histoires. On attend toujours la preuve qu'on n'a jamais. Ça m'étonne le manque de réaction puis d'intérêt du reste des pays, justement. C'est comme si, tu sais, c'est quand même le plus gros, le pays qui a le plus, qu'on parle le plus dans le monde, les États-Unis. Tout à fait. Il n'y a absolument rien ailleurs. Christian? Tu vois, le Togo, là, si un ovni s'était creusé au Togo, là, peux-tu te dire qu'il aurait fait une foire autour de ça? Il y aurait un Walt Disney de construit là. Hey, c'est l'endroit où un ovni s'est écrasé. Puis s'il y avait des ovnis qui s'étaient écrasés, si les Américains avaient eu Roswell, les Soviétiques l'auraient dit le lendemain. Bon. Tu sais, il y a comme... ça va à l'encontre du bon sens. Hein. Et on pourrait porter ce jugement-là. Par exemple, les hommes sur la Lune, on sait que dans les théories du complot, on n'a pas été sur la Lune. Le jour le plus définitif dans l'histoire de l'humanité, c'est pas le 21 juillet quand Neil Armstrong a marché sur la Lune, c'est le 22 juillet, qui est la preuve ultime. Pourquoi le 22 juillet? Parce que le 22 juillet, c'était Brejnev, je crois qu'il était le président de la Russie. Il a appelé le centre spatial de Baïkonour, puis il a dit, notre programme lunaire, vous sacrez ça des vidanges. C'est fini. Puis il a appelé le président Nixon pour dire, félicitations. Ça, là, c'est la preuve qu'on avait été sur la Lune, parce que sinon, les Russes auraient mis les bouchées doubles pour venir démontrer la preuve. Puis aujourd'hui, quand tu visites Moscou, le musée de l'air à Moscou, tu vois, les Russes étaient fin prêts. Il y a un lemme russe capable d'amener un cosmonaute sur la Lune qui était fin prêt. Là. On était à quelques semaines que les Russes débarquent sur la Lune. Si les Russes ont envoyé à la filière 13 leur programme lunaire, c'est parce que les Américains avaient posé le pied sur la Lune. C'était définitif. Christian, on termine ensemble aujourd'hui. J'ai envie de te poser une question. Vas-y. Dans le paranormal comme ça, avec autant de moments où tu as justement dû définir la vérité sur plusieurs choses, y a-tu quand même un moment dans ta carrière où tu as réussi à te faire peur? Oui. Ouais? Quand on court après le paranormal, c'est sûr qu'on est confronté de temps en temps à des trucs un peu bizarres. Et c'est probablement le fondement même pourquoi on croit au paranormal. Hein? Statistiquement, une personne sur deux dans les pays industrialisés, les grands pays occidentaux, une personne sur deux croit au paranormal, peu importe les ovnis, les fantômes et tout ça. Puis une personne sur trois dit avoir vécu une expérience empirique qu'elle juge, à tort ou à raison, comme étant d'ordre paranormal. Ça peut être une coïncidence étrange. Hein? Tu penses à ton cousin Henri que tu n'as pas vu depuis longtemps, et là, tu t'en vas au dépanneur sur le boulevard Saint-Henri, puis là, au dépanneur Henri, puis tu arrives là, tu as acheté une ONRI, puis tu tombes sur ton cousin Henri. Tu dis, c'est beaucoup de coïncidences dans la même soirée. Donc, ça doit être paranormal. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait que tu crois que tu as vu un ovni ou un fantôme. Donc, une personne sur trois croit avoir vécu une expérience empirique. Et le fait qu'elle ne trouve pas d'explication, c'est le fondement même, c'est le terreau même du paranormal. Moi, à quelques reprises, il m'est arrivé de vivre des trucs étranges. Puis on va terminer là-dessus, mais on tournait Dossier Mystère. Là, je pense que c'était la 2e ou 3e saison. Okay. Et donc, je me retrouve, on est en Floride à ce moment-là, et on doit tourner, c'est un musée, qui est une ancienne maison de ferme, qui a été transformée en un musée qui exploite, qui présente l'évolution de la vie rurale en Floride. Donc, on a un salon décoré à la mode des années 1950, une cuisine des années 1920, une chambre des années 1980. Donc, on peut, en se déplaçant dans cette grande maison de ferme, on peut voir l'évolution de la vie en région rurale en Floride. On est là, dans le comté d'Hernandez, on est un peu au sud de Pensacola, sur la côte, c'est la côte est de la Floride. Donc, ce musée-là a la réputation d'être hanté. C'est un des lieux les plus hantés de la Floride. C'est la May Stranger House, le musée de la May Stranger House. Et le fantôme est supposé d'être une fillette de 3 ans qui vivait à l'époque où la maison était une maison de ferme. La petite Jessie May Saxon, qu'elle s'appelait, elle vivait là avec sa famille et elle est décédée. Et on nous dit que c'est son fantôme qui erre dans la place. D'ailleurs, quand on rentre dans le musée, c'est un peu macabre, mais la première chose que l'on voit, c'est une photo de la petite Jessie May Saxon dans son berceau lors d'une veillée funèbre. Parce qu'on plaçait les gens, puis dans la maison, les gens venaient le voir, rendre leurs derniers hommages. Et donc, on a une photo de la petite Jessie May Saxon. Bon, parfait. On entre dans le musée. Je commence à faire le tour avec la directrice du musée. Et là, on arrive dans une chambre au 2e.
une chambre d'enfant, il y a un berceau, et dans le berceau, il y a 2 poupées du 19e siècle. Cette fameuse poupée, les têtes en porcelaine blanche, là. Et tu dis, même les enfants, ils devaient jouer avec ça, ils devaient être traumatisés quand même. Puis là, on a les 2 poupées. Et là, la dame me dit, vous voyez ces poupées-là, ce ne sont pas des poupées qui ont appartenu à Jessie May Saxon, mais probablement du même genre de poupées avec lesquelles elle devait jouer quand elle était enfant. OK? Et là, elle ajoute, elle dit, ces poupées, on évite de leur toucher ou même de bouger le berceau parce que c'est quand on bouge ou touche le berceau que des manifestations étranges se produisent dans la maison. OK. On continue de faire le tour. Et là, à un moment donné, elle me donne les clés. Elle me dit, bon, parfait, monsieur Page, le musée est à vous, avec mon caméraman, tout ça. Elle dit, prenez les images que vous voulez. Quand vous aurez terminé, vous venez à l'hôtel de ville, vous venez laisser les clés. Je pense que la dame n'était pas sortie du stationnement, que j'étais déjà retourné dans la chambre du premier. Et là, je tenais les poupées et je les brassais sur un mur chantant. Puis là, j'étais là, Jessie May, are you here? Do you want to talk? Do you want to play with me? Puis je te brassais ça, écoute. Puis là, j'attendais. Rien du tout. Je remets les poupées. Et je rejoins mon caméraman dans le grenier. Et un type que je respecte beaucoup, Richard Hamel, qui était notamment le directeur photo sur la série Un tueur si proche, que tu connais probablement. Oui, donc, Richard est là dans le grenier et je lui donne mes indications parce que je suis comme le directeur de la production. Fait que je dis, OK, tu vas me faire un pan par-ci, un pan par-là. Je lui donne mes instructions. Et alors que Richard est en train de tourner ses images, je suis dos à lui. Et moi, j'ai une toute petite caméra, puis je filme comme l'intérieur d'une alcôve. Et je sens, mais très, très distinctement, une main d'enfant m'agripper l'avant-bras. Mais vraiment, là, tu sais, je sens doigt par doigt se refermer sur mon avant-bras. Et là, je laisse échapper un juron, là, genre sapristi. Et là, Richard Hamel se tourne avec la caméra. Donc, on m'entend au son, on ne voit pas l'image le moment même. Là, il tourne la caméra. Et là, je suis comme dans l'alcôve. Mais là, lui, il me dit, écoute, t'es blanc, là, tu sais. Puis là, je me regarde le bras comme ça. Et là, Richard me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, je dis, écoute, je suis très sérieux, mais je viens de sentir une main d'enfant m'agripper le bras. Et là, Richard, au début, c'est, tu blagues? Non, non, vraiment, là. Et là, voyant par mon ton que j'étais très sérieux, n'écoutant que son courage, il me dit, on décalisse. Et effectivement, 5 minutes après, tout était emballé, c'était terminé, merci, bonsoir, on s'en va. T'sais, cet événement-là, j'essaie de le rationaliser. C'est toujours mon principe de, OK, j'étais dans la maison qui est soi-disant et j'ai brassé les poupées, j'ai créé une attente, j'aurais voulu que le fantôme se produise. Le fait de m'être retrouvé au grenier, est-ce que, une hypothèse, point d'interrogation, est-ce qu'un courant d'air sur mon avant-bras aurait pu faire que mon cerveau a interprété ce stimuli comme étant une main d'enfant qui se refermait sur mon bras? Possible. Mais c'est possible aussi que la petite Jessie May Saxon s'est manifestée de l'au-delà. Donc, on le sait, on le sait pas. Donc, on reste un peu dans une espèce d'ambivalence, mais cette expérience-là nous montre encore une fois que quand les témoins racontent une expérience, généralement, ils croient l'avoir vécue. Ils n'ont pas d'explication, puis ils ont envie d'en parler. Donc, la première démarche, c'est l'écoute bienveillante, comme moi quand je raconte cette histoire-là. Les gens sont libres d'y croire ou de ne pas y croire, le fantôme, pas le fantôme. Mais je raconte l'histoire telle que moi je l'ai vécue, telle que Richard Hamel, qui était là, l'a vécu lui aussi. Puis bon, ça se limite à un témoignage, un de plus. J'adore ça. Christian, un énorme merci d'avoir partagé ça avec moi. Je t'écouterais pendant des heures, honnêtement, puis c'est vraiment des histoires qui sont cool à écouter. Puis c'est cool de voir justement le côté plus journalistique, que dans d'autres situations avec une autre personne, ça aurait été vraiment plus une histoire avec du mystère. Dans ton cas, on est capable d'aller vraiment jusqu'au bout, ou comme des histoires comme ça, où il y a encore place au doute quand même. Toujours. Ça paraît que tu es passionné, ça paraît que tu aimes vraiment ça. Merci. Félicitations pour cette belle carrière-là. Ça me fait plaisir, merci. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié l'épisode du podcast Sportinaire d'aujourd'hui. Si c'est le cas, guys, laissez un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, peu importe où vous écoutez le podcast en ce moment. Si vous avez des invités que vous aimeriez que je reçoive sur le podcast Sportinaire, ou peut-être même vous-même, peut-être que vous avez une histoire ou que vous êtes une personne qui n'est pas ordinaire, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. On les lit à chaque semaine. Et sur ce, guys, à la semaine prochaine.